Chers collègues, nous poursuivons nos auditions sur le montage juridique et financier de l'autoroute A69 et nous abordons aujourd'hui la question des péages. Je vous prie d'excuser l'absence de notre président Jean Terlier, retenu dans l'hémicycle en tant que rapporteur sur une PPL, une proposition de loi. Je renouvelle mes souhaits de bienvenue aux deux personnes que nous recevons aujourd'hui, puisque nous les avons déjà entendues le 4 avril dernier, à savoir M. Fabien Balderelli, sous-directeur des financements innovants, de la dévolution et du contrôle des concessions autoroutières au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et Mme Charlotte Coupé, adjointe au chef de bureau de la dévolution. Madame, Monsieur, les tarifs des péages font l'objet de l'article 25 de la Convention de concession. Ces tarifs font l'objet de nombreuses rumeurs et l'A69 est présentée comme une autoroute qui serait inaccessible au pouvoir d'achat de la plupart de nos concitoyens. Je sais quel en est le fondement car la seule manière de comprendre la tarification des péages est de disposer de la convention de concession et d'analyser les équations qui permettent les calculs des péages. Or, cette convention n'est logiquement accessible qu'à peu de personnes. Les députés de cette commission d'enquête en disposent et ont pu accomplir un travail d'analyse avant de vous auditionner. J'espère qu'à la fin de la présente réunion, les membres de la commission d'enquête, comme les citoyens qui en suivent les travaux, comprendront le mécanisme de la tarification des péages et auront une idée des montants à acquitter pour emprunter cette autoroute. L'article 25 est d'une lecture complexe. Les équations comprennent de nombreuses entrées, ce qui signifie tout simplement que l'État et la société Atosca ont tenu compte de nombreuses situations pour que l'A69 soit une infrastructure ouverte à tous, usagers individuels comme professionnels, véhicules électriques, transport collectif. Ainsi, elle répondra à son objectif, voulu depuis près de 40 ans par une majorité d'élus, être un outil de désenclavement simple, commode et accessible. Je rappelle que notre audition est publique et retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Madame, Monsieur, je dois préalablement, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire « je le jure ». Monsieur Balderelli, je vous invite à prêter serment. Je jure. Madame Charlotte Coupé. Je le jure. Je vous remercie. Je vous informe également d'une possible interruption, une possible levée de séance pour nous permettre d'aller tout à l'heure dans l'hémicycle procéder à un vote. Avant de donner la parole à Madame la rapporteure, je souhaite vous interroger sur le prix du péage. Selon votre expérience et au regard du prix qui est pratiqué sur d'autres axes, par exemple Toulouse-Montauban, est-ce que le prix qui sera pratiqué sur l'A69 vous paraît être dans la norme ? Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames les députés. Oui, le tarif du péage de l'autoroute A69 sera comparable à ce qu'on peut trouver sur le reste du réseau autoroutier concédé, s'agissant des concessions passées par appel d'offres, c'est-à-dire les concessions les plus récentes. J'ai notamment quelques références qui sont à comparer donc en même date de valeur par rapport pour les véhicules légers et les véhicules de la classe 1. Le tarif de péage sur l'autoroute A69 est fixé à 10,7 centimes d'euros par kilomètre, à comparer à celui qu'on peut trouver sur l'autoroute Aliénor, donc l'autoroute A65, entre Langon et Pau, qui est un peu au-delà de 12 centimes d'euros par kilomètre. On peut le comparer également à l'autoroute A88 à Licorne, entre Alençon et Caen, qui est au-delà de 14 centimes d'euros par kilomètre. L'autoroute A19 Harcourt entre Artenay et Courtenay, qui est à 13,4 centimes d'euros par kilomètre, ou l'autoroute Alice entre Rouen et Alençon, qui est à 13,3 centimes d'euros hors taxe par kilomètre. Donc effectivement, de ce point de vue, on peut considérer que le tarif kilométrique qui sera celui de cette autoroute est tout à fait comparable et même un peu inférieur à ce qu'on peut trouver sur des réseaux comparables.
Peut-être, si vous le permettez, avant qu'on puisse développer et que je sois à votre disposition pour les questions, peut-être un petit propos introductif, mais Madame la rapporteure, vous vouliez dire un mot avant que je puisse préciser quelques éléments. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, je vous remercie de revenir dans notre commission d'enquête, mais je vous avais prévenu que vous alliez être des habitués de l'Assemblée nationale et de cette commission d'enquête, puisque ça ne sera pas la dernière fois et que vous allez encore revenir. Votre présence à nouveau devant nous n'a rien de surprenant, puisque c'est bien la sous-direction des financements innovants, de la dévolution et du contrôle des concessions autoroutières que vous représentez, qui est la rédactrice des annexes à la convention de concession qui a négocié les articles de celle-ci. Alors je le montre parce que c'est important quand même que l'on sache le travail que vous avez pu réaliser. Il est conséquent, et le nôtre également, pour comprendre et décortiquer l'ensemble de ce document avec les annexes dégrisées. Alors aujourd'hui, c'est l'article 25 qui nous intéresse, enfin, ou l'annexe 25 qui nous intéresse plus particulièrement, puisqu'il porte sur les tarifs des péages, soit 9 pages, avec de nombreuses équations que j'ai pris soin d'analyser avant d'en comprendre la logique. Et comme vient de le dire notre président, espérer que cette audition et votre audition apportent de la clarté en répondant avec précision à une question simple. Si l'autoroute A69 était mise en service maintenant ou dans quelques mois, quels tarifs acquitteront les différentes catégories d'usagers se déplaçant pour raisons personnelles ou professionnelles, les détenteurs de véhicules thermiques ou électriques, les poids lourds ou encore les véhicules de transport collectif? Vous nous avez donné quelques exemples, parmi lesquels certainement les plus chers de France, notamment Pau-Langon, quand on sait qu'aujourd'hui c'est une autoroute qui est complètement déficitaire. Et on peut imaginer évidemment que les autres exemples que vous avez choisis correspondent évidemment à ce même type de profil. Alors la question évidemment n'est pas anodine. La 69 sera financée principalement par les usagers et non pas par la solidarité nationale, contrairement au projet longtemps envisagé de doublement de la RN 126. Pour autant, plusieurs collectivités publiques, l'État, les intercommunalités, la région Occitanie, les départements de Haute-Garonne et du Tarn, apportent un concours public plus faible que ce que lui prévu, mais nous en reparlerons également dans le cadre de l'examen des conditions financières de ce contrat, puisqu'il était prévu qu'ils accordent 220 millions d'euros et en définitive leur contribution n'est plus que de 23 millions, mais avec l'intégration d'une infrastructure financée par la Sûreté nationale à hauteur de 75 millions que nous ne retrouvons pas dans l'équilibre financier. Ce sera l'objet des questions suivantes. Et ainsi permettre, par ce concours public, de rendre cette infrastructure accessible au plus grand nombre de nos concitoyens. Donc la question de son acceptabilité sociale est donc cruciale. Et je rappelle que le salaire annuel médian dans le Tarn est de 29 400 euros par an, soit 2 450 euros par mois, ou encore 16,15 euros par heure. Et en Haute-Garonne, ce chiffre passe à 36 000 euros par an et à 19,78 par heure. Et on le voit par rapport aux chiffres que nous allons évoquer aujourd'hui, par rapport à un aller-retour Toulouse-Castres, que ce soit en voiture particulière, en véhicule utilitaire léger, donc des artisans, et en poids lourd, puisque dans l'annexe 25, à ce stade, s'agissant des poids lourds, nous n'avons guère de visibilité. Alors autant dire qu'emprunter cette autoroute va coûter relativement cher à la majorité de nos concitoyens. Un trajet aller-retour représentera quasiment 1 heure de travail pour la majorité des usagers. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais je pense que ceux qui vont payer demain l'auront dans leur porte-monnaie. C'est donc acceptable pour un usage sporadique. Cela sera beaucoup moins pour les agriculteurs, les artisans qui seraient tentés de l'emprunter régulièrement, ou certains salariés qui, habitant de plus en plus loin de la métropole, pour trouver des zones qui sont, au terme d'achat de foncier moins cher, vont se retrouver avec une charge financière qu'aujourd'hui ils n'assumaient pas, puisqu'ils roulent sur une route nationale gratuite. Or, derrière cette acceptation sociale, c'est l'ensemble de l'équilibre financier qui est en jeu, car si l'autoroute n'a pas un trafic conforme aux prévisions, le tableau des recettes sera donc erroné. Vous ne me contredirez pas, monsieur Balderelli? Non. On verra après. Voilà. Qui devra alors acquitter la facture? Les actionnaires accompliront-ils leur devoir, comme l'exige la logique du droit des associés, ou selon un vieux mécanisme de privatisation des profits et de prise en charge publique des pertes,
se retourneront-ils vers l'État, les collectivités territoriales, pour éponger le déficit, et à quel moment? En d'autres termes, les Haut-Garonnais et les Tarnais paieront-ils à la fois comme usagers, puis comme contribuables? C'est là tout l'enjeu de notre débat. Et par ailleurs, il convient de noter d'ores et déjà, puisque certains semblent ne pas l'avoir intégré, qu'à partir du moment où l'autoroute ouvrirait, la route nationale deviendra route départementale et qu'à ce titre, elle sera à la charge des seuls contribuables tarnais, et que la 69 étant de desserte locale, de nombreux camions risquent d'emprunter cette route départementale qui sera donc d'autant plus dégradée et d'autant plus à la charge des seuls contribuables tarnais. Alors, je vous ai adressé un questionnaire qui est, comme d'habitude, selon ma volonté de transparence de cette commission transmise à l'ensemble de mes collègues, afin qu'ils aient tous le même niveau d'information quant au sens que je souhaite donner à cette audition. Et je souhaite donc vivement, si vous ne répondez pas précisément, parce que nous n'en avons pas suffisamment de temps, et intégralement à toutes ces questions, recevoir les réponses écrites dans les meilleurs délais. Alors, parmi les questions essentielles que j'ai posées figurent les principes retenus pour la tarification des péages, savoir si le mécanisme de tarification est commun à d'autres conventions autoroutières ou s'il est spécifique à la 69, les estimations de tarifs si la 69 était mise en service à court terme et leur niveau dans les prochaines années, si l'inflation s'établissait annuellement à 1,5%, avoir confirmation que le tarif plafond ne peut jamais diminuer pendant 24 ans, c'est ce qu'il nous apparaît de la lecture de l'annexe, que pendant 24 ans, ça ne peut pas diminuer, si j'ai bien compris, une des équations. Avoir confirmation que la première revalorisation des tarifs interviendra, elle, par contre, dès 2026, soit moins d'1 an après la mise en service de l'autoroute. Par ailleurs, je souhaiterais avoir un échange précis sur le sens à donner à la réponse que vous m'avez faite sur mes demandes réitérées concernant les études réalisées à l'appui de la décision de la concession autoroutière prise à l'époque par M. Perben, puisque vous me dites ne rien retrouver comme étude, ni de l'étude alternative de la RN 126, ni d'une étude alternative concernant, en tout cas, de complétude concernant la ligne ferroviaire, qui laisserait entendre que cette décision a été prise par l'État sans avoir d'éléments de comparaison ou à tout le moins d'éléments d'alternatifs pour le contrat de concession. Donc, merci de me le confirmer, on en reparle. Et enfin, au vu des auditions précédentes, je souhaiterais également revenir sur le calcul de la vanne SE, qui est passé de 508 millions d'euros à 98 suite à la contre-expertise du commissariat général à l'investissement, puis dans un document qui vous a été adressé par Atosca à 788 millions, sans qu'il n'y ait aucune contre-expertise supplémentaire entre le moment où ces éléments vous ont été communiqués, sans intégrer les 75 millions d'apports en nature de la route nationale qui passe entre Soual et Puy-Laurens, et sans qu'il y ait de contre-expertise, alors même qu'on dépasse les 100 millions par rapport au total de l'apport du budget public, enfin des contributions publiques. Donc ça fait beaucoup de questions, et donc évidemment, peut-être nous n'aurons pas le temps de répondre à tout, mais en tout cas, je souhaite avoir des réponses extrêmement précises à toutes ces questions du questionnaire et les questions que je viens de rajouter, et en particulier sur la vanne SE. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Balderelli, vous avez la parole si vous souhaitez répondre, ou Madame Coupet. Oui. Alors, toutes les questions auxquelles que vous poserez, que vous avez posées et que vous poserez, auront bien évidemment une réponse écrite. Alors, je vais peut-être me permettre de revenir un peu sur le principe selon lequel les tarifs de péage sont fixés dans le cadre de nos mécanismes, puis revenir également, suite à votre demande, sur la façon dont les contrats sont conçus et dont la procédure se déroule et dont les contrats sont écrits. Dans le cadre d'une concession autoroutière, d'un projet réalisé par votre concession autoroutière, l'objectif est de permettre la réalisation accélérée d'une infrastructure en recourant à son paiement par l'usager, pour ce qui est possible de faire payer par l'usager, de manière à alléger la part du financement qui repose sur les concours publics,
de manière à en accélérer la réalisation. Ce n'est pas un mécanisme qui est récent, ce n'est pas un mécanisme qui date des appels d'offres qui sont lancés depuis les années 2000, c'est un mécanisme qui est pratiqué en France depuis les années 50. La première loi introduisant le péage date de 1955. Elle a ensuite été codifiée dans le Code de la voirie routière et a permis le développement d'un réseau autoroutier qui, sorti de la guerre dans les années 50 et au début des années 60, était indigent par rapport au réseau autoroutier qu'on pouvait compter dans les autres pays européens, et qui a été développé de manière extrêmement rapide, ce qui a permis à la France d'être dans une situation avec un besoin de rattrapage autoroutier, dans une situation dans laquelle aujourd'hui la France compte un des réseaux autoroutiers les plus performants et offrant une des meilleures qualités de service aux usagers, pour tout type de trajets, que ce soit des trajets domicile-travail, des trajets de loisirs, des trajets professionnels, ou pour le transport des marchandises, qui a montré, transport de marchandises par la route, son côté indispensable dans le cadre de la crise sanitaire de 2020, puisque c'est sur ce type de transport qu'a reposé l'alimentation et le fonctionnement de la nation. Donc ce mécanisme... si vous voulez, Madame la rapporteure, mais si vous posez plus de questions à laquelle je peux répondre, je crains que je vais finir par devenir divergent comme mécanisme dans le temps. Mais la crise climatique, si vous voulez qu'on dise un mot de la crise climatique, on peut en parler. Hein. L'adaptation de la route à la crise climatique passe par son électrification, le développement de ressources de motorisation des véhicules qui sont alternatives au carburant fossile. L'électrification de la route et de l'autoroute, notamment, a été mise en œuvre depuis, est une des préoccupations majeures du gouvernement. Depuis l'année dernière, depuis 2023, toutes les aires de service du réseau autoroutier comptent des installations de recharge de véhicules électriques. Le ministère travaille à l'élaboration d'un schéma directeur de déploiement d'installations de recharge de véhicules électriques, et la décarbonation des transports, qui est un enjeu majeur et qui est un sujet de société, passe à la fois par une politique de report modal importante qui est mise en œuvre par le ministère, et également par une politique de décarbonation de la route. Et d'ailleurs, l'autoroute A69 ne déroge pas à ce principe, puisque les aires de repos, qui ne sont pas des aires de service, puis il n'y a pas d'aires de service sur l'autoroute, mais les aires de repos compteront des installations de recharge de véhicules électriques. Et l'autoroute sera équipée en technologie de perception du péage en flux libre, qui permet à la fois de réduire son emprise, donc ce qui participe de la stratégie de zéro artificialisation nette, mais également de permettre de faire des gains de temps et de carburant pour les usagers. On estime qu'environ 1 litre de carburant économisé par un poids lourd s'il ne s'arrête pas une barrière de péage par rapport à un arrêt physique. Donc la décarbonation et la crise climatique est une préoccupation constante du gouvernement, et celle-ci se décline à la fois dans les modes ferrés, collectifs, les nouvelles mobilités, mais également dans les infrastructures routières. Pour en revenir au mode de fonctionnement du péage et la façon dont sont élaborés les contrats de concession. Donc le recours au péage se justifie pour permettre un développement accéléré des infrastructures par rapport à ce que permettent de faire les ressources publiques. Lorsque le projet est envisagé en phase d'étude, l'administration, les services de l'État font des estimations sur ce qui pourrait être un tarif de péage et sur les concours publics qui pourraient être la conséquence de cet équilibre économique global. C'est ainsi que, dans le cadre des dernières études qui ont été rendues publiques, dans le cadre des études préalables à la déclaration d'utilité publique, a été avancé le chiffre d'un montant de subvention d'un peu plus de 200 millions d'euros par rapport à des tarifs de péage qui étaient fixés dans les études préalables de l'ordre de 10 centimes d'euros par kilomètre hors taxe en valeur 2010, et 30 centimes d'euros hors taxe par kilomètre en valeur 2010 toujours pour les usagers poids lourds. Donc ce sont ces éléments qui ont été pris en compte pour calculer ce qui pourrait être la subvention d'équilibre. Et donc, avant de lancer la procédure de mise en concession, le gouvernement s'est assuré que les collectivités qui financent à hauteur de 50% la subvention d'équilibre étaient en mesure d'apporter ces financements, c'est-à-dire qu'il a été demandé aux collectivités de s'engager sur une centaine de millions d'euros, la moitié, qui correspondait à l'estimation des concours publics. Dans le cadre du processus concurrentiel, les candidats, dans le cadre de l'appel d'offres, vont élaborer
à leur tour des études de trafic, c'est-à-dire que ceux-ci peuvent reprendre les études de trafic de l'État, ils peuvent également en élaborer d'autres. En tout état de cause, c'est eux qui ont la responsabilité d'élaborer ces éléments, et la responsabilité d'élaborer à la fois les prévisions de trafic et des prévisions de tarifs de péage. C'est-à-dire que les tarifs de péage qui sont estimés par l'État dans le cadre des études, puisqu'il faut bien avoir une hypothèse, ne lient pas les candidats, c'est bien eux qui vont déterminer par rapport à la façon dont ils peuvent percevoir le trafic, dont ils peuvent percevoir le pouvoir d'achat des usagers, de pouvoir envisager, faire même d'autres hypothèses sur le développement territorial. Donc c'est eux qui vont déterminer ce couple tarif-trafic pour l'ensemble des classes d'usagers, à la fois les véhicules légers et les poids lourds. Tarif plus trafic, ça donne une prévision de recettes. Donc le concessionnaire, chaque candidat et c'est sa propre responsabilité, c'est-à-dire que l'État n'est pas lié par la prévision de recettes du candidat, va faire cette prévision de recettes. Cette prévision de recettes va lui générer des ressources pendant la totalité de la durée de la concession, pendant les 55 ans, et ces ressources vont lui permettre de rembourser les dépenses qu'il va supporter en début de concession, c'est-à-dire les coûts de développement, de construction, et puis après les coûts d'entretien, maintenance, exploitation de l'autoroute pendant la durée. Si les recettes estimées par le concessionnaire, par le candidat, par chacun des candidats, et sont insuffisantes pour assurer le financement de l'autoroute, il va demander des concours publics, une subvention, et donc la subvention, c'est bien la résultante du mécanisme de constitution des offres. Et d'ailleurs, le montant de subvention est un des critères qui est pris en compte par l'État pour l'attribution de la concession au mieux disant, c'est-à-dire en prenant en compte le montant de subvention le plus faible, mais prenant en compte également d'autres paramètres, les tarifs de péage les plus faibles, la meilleure insertion environnementale et paysagère, la qualité du service offert aux usagers. Donc c'est l'ensemble de ces critères qui vont permettre de déterminer quel est le concessionnaire le mieux disant, étant entendu que dans l'appel d'offres, tel qu'il a été structuré, tel qu'il est structuré classiquement depuis de nombreuses années, le montant de la subvention, donc le plus faible, est le critère numéro 1, pondéré à hauteur de 30 ou 35% en fonction des procédures. En l'occurrence, dans le cas de la procédure de l'autoroute A69, ça devait être 30%. On va vérifier, mais enfin, je pense que c'était 30%. Donc le montant de subvention de 200 millions d'euros qui était celui des études préalables, et le montant qui était prévu par l'État, et l'objectif de la mise en concurrence, c'est que l'État puisse bénéficier, l'État et les collectivités puissent bénéficier de ce mécanisme concurrentiel de manière à obtenir l'autoroute au meilleur prix et dans les meilleures conditions pour les usagers, en prenant en compte l'ensemble des critères de l'appel d'offres. C'est ainsi que le montant de la subvention, tel que proposé par le lauréat, est de un peu plus de 23 millions d'euros, à comparer aux plus de 200 millions d'euros qui avaient été estimés par l'État, alors que les tarifs proposés par Atosca, donc qui est également sa responsabilité, le couple tarif-trafic c'est sa responsabilité, sont très comparables aux tarifs tels qu'ils étaient estimés par l'État dans le cadre des études préalables, puisque Atosca propose en valeur 2020 un montant de tarif kilométrique pour les usagers de la classe 1, les véhicules légers, de 10,6 centimes d'euros par kilomètre, ce qui est légèrement inférieur aux 10 centimes d'euros en valeur 2010, voilà, qui était envisagé par l'État dans le cadre des études préalables. Donc on peut affirmer de ce point de vue que le mécanisme concurrentiel a été bénéfique aux collectivités publiques, puisque pour un montant de tarif de péage qui est équivalent, on a une subvention d'équilibre qui est considérablement plus faible que celle qui était envisagée, puisqu'on est quasiment 10 fois moins, une subvention d'équilibre qui est 10 fois moins forte. Pour un niveau qualitatif, en termes d'insertion de l'autoroute et en termes de construction, également amélioré. C'est le débat que nous avons eu il y a eu le 4 avril, auquel Atosca était également présent, puisque le concessionnaire a un projet qui ne prélève plus de matériaux dans son environnement, contrairement à ce qui avait été envisagé par l'État. L'État prévoyait 1,3 million de mètres cubes d'emprunts de matériaux. Le concessionnaire a réussi à optimiser le projet de manière à éviter toute empreinte de matériaux. Il a, par rapport au projet de l'État, il a réduit l'emprise foncière d'à peu près 80 hectares, alors compte tenu d'une part du flux libre, mais également des optimisations de tracés qui lui ont permis également d'éviter ces empreintes de matériaux, et également amélioré des passages à faune qui sont plus larges que ceux qui avaient été envisagés par l'État. Il a également amélioré le projet, notamment sur les aires de repos, en prévoyant des aires de covoiturage au niveau des diffuseurs. Donc il a amélioré le projet, donc en termes qualitatifs c'est mieux que celui qui avait été envisagé par l'État, et c'est un projet qui coûte moins cher à la collectivité publique, puisque le montant des tarifs de péage est à peu près équivalent, et le montant de subvention est 10 fois inférieur à ce qui était envisagé. Donc ça c'est le mécanisme qui résulte. L'ensemble des candidats
construisent leur offre de la même façon. Ils vont prendre un couple tarif-trafic auquel ils pensent auquel ils croient, puisque d'une certaine manière, ce sont les candidats qui prennent le risque. Donc ils coupent le tarif-trafic, recettes, et les recettes vont donner une subvention qui est la résultante de cet exercice. Alors je ne sais pas si ce premier point appelle des commentaires ou des observations, mais je pense que c'est important de repréciser comment les choses se passent et comment elles sont construites. Madame Coupé, éventuellement, vous voulez apporter des précisions? Madame la rapporteure, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, je vais vous laisser dérouler parce que sur la question de l'amélioration du projet par rapport aux matériaux, compte tenu de la décision qui a été prise sur les apports de matériaux qui pourraient venir de Carrière de l'Ariège à hauteur de, je crois, 9,6 millions de tonnes sur le chantier, je pense que l'amélioration, elle vient également d'une décision qui s'élargit par rapport à la question de la 69. Mais on y reviendra tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure sur cette question. Le cadre du tarif de péage. Donc vous avez vu que l'article 25, effectivement, est un petit peu long. Il est de 9 pages. Il est effectivement assez technique. Ce cadre est préparé par l'État et il est prévu dans les documents de la consultation. Donc vous avez également tout récemment demandé les documents de la consultation, donc ils vous seront également envoyés et vous pourrez vérifier que l'architecture de l'article 25 est au fait celui qui avait été envisagé par l'État, qui est très conforme à ce qui est pratiqué depuis maintenant quelques années, qui est adapté, le cas échéant, aux spécificités du projet, mais qui est également adapté pour s'adapter à l'évolution de la réglementation. La dernière évolution importante qui a été mise en œuvre à la fin des années 2010, c'est l'introduction d'un tarif modulé pour les véhicules légers faiblement émissifs, et au tout début des années 2010, on avait introduit, conformément à la directive Eurovignette, une modulation pour les véhicules lourds en fonction de la classe euro, conformément à la réglementation. Ce sont des évolutions assez importantes, alors qui ont alourdi le cahier des charges et qui ont alourdi l'article 25, mais qui sont les conséquences d'évolutions essentiellement de la réglementation. Donc le cadre est précisé par l'État et le concessionnaire a la seule responsabilité de préciser le montant des tarifs pour chacune des classes tel qu'il va le proposer. Donc c'est dans le cadre de son couple tarif-trafic, il va proposer un montant de tarif. Donc en l'occurrence, Atosca avait proposé ce montant à l'issue du mécanisme concurrentiel de 10,6 centimes d'euros hors taxe par kilomètre. Pour la classe 4, qui sont l'essentiel des véhicules lourds, on est plutôt à un peu plus de 35 centimes d'euros par kilomètre hors taxe. Donc c'est sa responsabilité de l'avoir établi. Le concessionnaire, les candidats vont également proposer la pondération des différents index et indices qui permettent l'évaluation des tarifs de péage avec deux phases différentes. Une première phase de tarifs de péage, on va avoir une réévaluation des tarifs de péage à la mise en service de l'autoroute, et ensuite, de la même façon que l'ensemble des tarifs de péage sur l'ensemble du réseau autoroutier français, on a une réévaluation des tarifs de péage au 1er février de chaque année. Donc on a deux formules différentes d'évolution de ces tarifs de péage. La première formule, pour la mise en service, prend en compte un nombre d'index un peu plus important, puisqu'on va retrouver le TP 01, 02, 03, 09 et 13. Donc ce sont des index qui doivent être représentatifs de la répartition des coûts du concessionnaire pendant la phase de construction. Et ensuite, postérieurement à la mise en service, on retrouve le terme de l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC, l'inflation, de manière vernaculaire, et également une faible fraction de TP01 et de TP09, qui sont des index représentatifs des coûts dans le travaux publics. Le TP01, c'est l'index général, le TP09, c'est l'index représentatif des coûts de chaussée. Étant dit que le cahier des charges impose que la somme des coefficients soit inférieure à 1, de manière à ce qu'on n'ait pas une inflation, un terme de réévaluation qui conduise à une surinflation par rapport à une évolution d'un panier d'index. Et pour l'évolution annuelle à compter de la mise en service,
Il est également demandé que les index TP, TP01 et TP09, ne représentent pas plus de 25% de l'évolution, de manière à éviter que des paramètres d'index, alors que l'essentiel des coûts ont été réalisés par la construction, donc les coûts qui sont réalisés par le concessionnaire à partir de la mise en service sont les coûts d'entretien, maintenance, réparation, donc qui sont des coûts qui sont moins importants que les coûts qui ont été supportés pour la réalisation de l'autoroute, soit représentatif de ces coûts. Alors pourquoi est-ce qu'on fait évoluer les tarifs de péage au cours du temps? L'objectif est de permettre d'avoir une répartition homogène sur l'ensemble de la durée de la concession de l'effort qui est demandé par les usagers. On a dit qu'on voulait réduire l'effort des collectivités publiques pour la réalisation de l'infrastructure, ça veut dire que les usagers vont devoir payer l'infrastructure. Donc l'idée c'est que les usagers puissent payer cette infrastructure au cours du temps, de manière équitable au cours du temps. C'est-à-dire que si on avait des tarifs de péage qui étaient fixes en valeur courante au cours du temps, l'usager de demain, qui voit son niveau de vie amélioré sur longue période compte tenu de l'évolution du pouvoir d'achat, paierait proportionnellement un coût moindre par rapport à l'usager d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison objective de faire en sorte que l'usager de demain ou d'après-demain paye proportionnellement moins que l'usager d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir une répartition homogène de l'effort au cours du temps, de manière également à faire en sorte que l'usage de l'infrastructure corresponde à une demande stable en valeur constante au cours du temps. Voilà pour les modalités d'élaboration. Alors, ils ne remplissent rien d'autre, nos candidats, dans cet appel d'offres, où essentiellement ce sont les paramètres et ce sont les tarifs initiaux. L'ensemble des autres règles qui sont prévues, et notamment les règles de modulation, sont fixées par le ministère dans le cadre de l'appel d'offres. Alors, vous avez également des questions sur ces différents éléments de modulation. Peut-être en quelques mots reprendre leur équilibre. Donc on a un tarif qui est fixé par ces règles que j'ai prévues. Donc ces règles, on a un tarif de référence dans le contrat qui est réévalué à la mise en service et qui est réévalué ensuite au cours du temps. Il s'agit d'un tarif plafond. Le concessionnaire peut toujours appliquer un tarif inférieur à ce tarif plafond. C'est-à-dire que ce que va contrôler l'État à la mise en service puis au cours du temps, c'est uniquement que les tarifs proposés par le concessionnaire, puisque c'est lui qui a la responsabilité, ne dépassent pas ce tarif plafond. On a quelques exemples parmi les autoroutes que j'ai évoquées précédemment, l'autoroute A65 ou l'autoroute A19, pour lequel les concessionnaires ne proposent pas des tarifs qui saturent le plafond, mais proposent des tarifs qui sont inférieurs dans une certaine proportion par rapport au plafond. C'est sa responsabilité de s'assurer que le tarif est supportable par l'usager. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'au bout d'un certain temps, si les tarifs étaient trop importants, on aurait une diminution des trafics trop importante, et il est de la responsabilité du concessionnaire de s'assurer qu'on retombe sur un équilibre, sur un optimum économique, et donc celui-ci va proposer un tarif qui est forcément inférieur au plafond, ça c'est la responsabilité d'État de le vérifier, mais il peut toujours proposer un tarif qui lui est inférieur. Pardon, je peux vous interrompre? Eh bien, je vous en prie. Oui, alors, vous me parlez d'un tarif plafond, sauf que dans les équations telles que nous les avons à l'article, donc c'est l'article 25 et puis l'annexe 22, une des équations montrerait que ce tarif plafond, il ne peut jamais diminuer pendant 24 ans. Est-ce que vous confirmez cet élément? Parce que c'est quand même, ça me paraît extrêmement important, puisque dans la mesure où il nous semble des études socio-économiques qui ont été réalisées et confirmées par plusieurs expertises que l'évaluation du trafic a été largement surdimensionnée par Atosca, il est évident que probablement associé au fait que les camions risquent puisqu'ils font quand même du cabotage, c'est pas une autoroute de desserte de trafic international, mais de cabotage, il est probable que les camions n'utilisent pas cette autoroute dans sa complétude, et donc que le trafic soit encore moindre que celui qui est prévu, ce qui signifierait donc que ce tarif plafond n'étant pas possible de le diminuer pendant 24 ans, puisque c'est cette équation, eh bien, il n'y aura pas de diminution de trafic, il n'y aura pas de diminution du tarif. Donc, en clair, Monsieur Balderelli,
combien un usager en véhicule de particulier va payer pour faire 53 km Castres-Verfeil, auquel il faudra rajouter actuellement les 3,40 € pour aller jusqu'à Toulouse, puisque que je sache, c'est quand même une autoroute qui est faite pour Castres-Toulouse et pas pour Castres-Verfeil. À ce stade, je ne pense pas qu'on en attende une desserte jusqu'à Verfeil uniquement. Combien un véhicule particulier, si ça devait ouvrir aujourd'hui, va payer en TTC, parce que le hors-taxe, évidemment, c'est intéressant si on récupère la TVA, mais les particuliers ne récupèrent pas la TVA. Combien un artisan va payer pour ses 53 km et combien un poids lourd va payer pour ces 53 km aujourd'hui et pendant 24 ans avec un taux d'inflation, je vous le fais à 1,5, ça pourrait être plus élevé, mais combien va payer en clair? Parce qu'en réalité, vous savez, dans ce dossier, ceux qui sont contre posent des questions auxquelles ils n'ont pas eu de réponse pendant des années, et ceux qui sont pour n'ont pas les réponses à ces questions. Et c'est grâce à cette commission d'enquête et donc vos réponses que enfin les administrés de tous les élus qui sont favorables à cette autoroute vont avoir la réponse de combien ils vont payer pour prendre une autoroute de 53 km qui par ailleurs vitrifie 500 hectares de terres agricoles, arbres et biodiversité. Donc c'est quand même une question extrêmement importante, surtout dans un territoire dont on nous dit, et je vous en ai fait la démonstration par rapport au tarif, au salaire annuel médian des habitants de Castres et Mazamet, qui n'est pas très élevé. Combien vont-ils payer concrètement pour prendre cette autoroute? C'est une question simple, avec des équations compliquées, mais je pense que vous allez pouvoir nous éclairer, Monsieur Baldarelli. Alors, je ne sais pas si les trafics qui seront constatés sur l'autoroute seront inférieurs aux trafics qui ont été prévus. On a des études qui ont été faites par les services de l'État dans le cadre de l'étude préalable. Les concessionnaires ont la responsabilité, y compris financière, d'assumer des trafics qui seraient inférieurs à leurs prévisions. L'expérience des autres concessions autoroutières ont montré que lorsque les trafics étaient inférieurs aux prévisions, les concessionnaires et notamment les actionnaires étaient mis en situation de devoir réinjecter de l'argent dans la société concessionnaire. C'est ce qui s'est passé notamment par exemple sur l'autoroute A65 Aliénor, vous avez évoqué. Les trafics constatés sur l'axe ont été inférieurs aux prévisions. Les actionnaires ont injecté un montant de fonds propres équivalent à peu près la moitié des fonds propres qu'ils avaient injectés initialement. L'autoroute est toujours là. Elle délivre le service pour lequel elle était nécessaire, et les actionnaires ont rempli leurs obligations. Donc les candidats ne sont pas véritablement incités à avoir des prévisions trop importantes. Et d'une certaine manière, si les prévisions de trafic faites par les candidats les avaient conduits à être trop optimistes, c'est d'une certaine manière au bénéfice de la collectivité publique, c'est au bénéfice des usagers, puisque ça veut dire que les trafics sont inférieurs, les tarifs sont inférieurs à ce qui aurait été demandé par le concessionnaire s'il avait prévu des trafics inférieurs. Et c'est bénéfique aux collectivités publiques, puisque ça veut dire que la subvention d'équilibre aurait été supérieure s'il avait fait des prévisions de trafic plus faibles. Donc d'une certaine manière, c'est bien pour le climat. Je pense que c'est neutre pour le climat, mais ça permet aux collectivités publiques qui ont économisé 180 millions d'euros de ressources publiques de consacrer de l'argent dans le volet mobilité du contrat de plan État-région sur des projets ferroviaires dont la région Occitanie a grand besoin. Et je pense que le fait de ne pas mobiliser des fonds publics pour les infrastructures routières est également une façon de soutenir le report modal. Bon. Les concessions autoroutières, le secteur autoroutier concédé, étant un secteur qui contribue assez largement au financement des infrastructures alternatives. La taxe dite taxe d'aménagement du territoire et la ressource qui s'appelle redevance domaniale, qui représente à peu près 1 milliard d'euros par an sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé, est reversé à l'Agence de financement des infrastructures de transport, et ce milliard d'euros par an permet de financer le report modal. Donc je pense effectivement que la route finance le report modal. C'est pas une conviction, hein, c'est un fait avéré, et dans ce sens, ça participe du report modal. Alors, pour revenir sur la question des tarifs de cette autoroute, la conclusion et la suite logique de ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le montant du tarif de péage payé par l'usager. D'une part, parce que les tarifs qui sont prévus dans le contrat ne donnent que des tarifs plafonds. Et, je ne sais pas ce que le concessionnaire va proposer.
D'autre part, parce que je ne connais pas aujourd'hui les index tels qu'ils seront lors de la mise en service de l'autoroute. Les index, on a l'inflation, on a l'indice des prix à la consommation, mais on a également les autres index, TP01, TP09, TP13, qui sont des index qui sont assez volatiles, et donc aujourd'hui, je ne sais pas prévoir ces index. Troisième élément, on a un tarif kilométrique, mais ce tarif kilométrique, comme d'ailleurs vous le notez dans vos questions, est un tarif sur lequel, pour chaque trajet, le concessionnaire peut s'écarter de plus ou moins 25% par rapport à ce tarif kilométrique sur chaque trajet. Le contrôle il y a un contrôle qui permet de s'assurer que cet élément, cette variation de plus ou moins 25% ne conduit pas le concessionnaire à avoir de ressources supplémentaires. En revanche, ça lui permet d'adapter le montant du tarif kilométrique par rapport à la capacité de payer d'usager. Et donc aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous dire quel sera le prix qui sera proposé par le concessionnaire dans le courant de l'année 2025 et qui donnera lieu à un arrêté tarifaire, un arrêté pris par l'État conjointement par le ministère des Transports, chargé des Transports, et le ministère des Finances dans la deuxième moitié de l'année 2025 qui permettra de fixer ce montant de tarif de péage. Avant de laisser évidemment mes collègues intervenir, enfin, Monsieur Balderelli, je ne vous demande pas ce que va proposer le concessionnaire, je vous pose la question précise. Si aujourd'hui l'autoroute ouvrait, quel serait le tarif plafond pour l'ensemble des catégories véhicules particuliers, véhicules artisans, et je suppose que vous avez un tableur Excel avec plusieurs possibilités d'entrée. Moi, je vous pose une question simple. Avec un taux d'inflation à 1,5, quel serait, avec le tarif plafond, ça vous le savez puisque c'est vous qui l'avez calculé, quel serait le tarif que paierait un véhicule particulier, un artisan ou un poids lourd? Voilà, ma question est quand même simple. Je pense que vous devez être en capacité de me répondre à ça. Après, le tarif que proposera le concessionnaire, c'est autre chose, mais je vous pose la question précise du tarif plafond. Alors, je peux répondre à cette question. La question du tarif plafond, je peux y répondre. Alors, je n'ai pas ma base de calcul sous la main, donc je répondrai à cette question dans le cadre du questionnaire qui nous a été... D'une certaine manière, je répondrai précisément à la question qui a été posée. Aujourd'hui, la question qui a été posée et que nous avons examinée avec ma collaboratrice pour pouvoir répondre aujourd'hui, c'est quel est le tarif qui sera payé par l'usager mis en service. Apporter la réponse que je peux faire, c'est que je ne sais pas quelle sera la proposition du concessionnaire et je n'ai pas les éléments. Si votre question c'est quel est le tarif plafond en prenant en compte une hypothèse d'index que vous souhaitez poser, peu importe, d'une certaine manière, je répondrai à la question précise qui me sera posée dans ce cadre. Je n'ai aucune difficulté à vous donner les éléments, mais la question précise que vous avez posée, c'était quel est le tarif qui sera payé par l'usager, et à celle-ci, je ne peux pas répondre. Je vous remercie. Je vais donner la parole à nos collègues députés dans l'ordre des demandes. Et je vais commencer par Madame Boyer qui a demandé à poser une question. Et ensuite Madame Hérodi et Ferrer ou Ferrer-Hérodi. Très bien. Merci. Madame Boyer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Je remercie Monsieur Balderry et Madame Coupet pour leur suivi de ce projet ô combien important pour les habitants du Tarn et de la Haute-Garonne. C'est en effet sous la présidence d'Emmanuel Macron que le projet de l'A69 Toulouse-Castres s'est concrétisé. En juillet 2018, l'autoroute a été déclarée d'utilité publique par le ministère de la Transition écologique. En septembre 2021, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le nom du vainqueur de l'appel d'offres, NGE, via la société Atosca. En tant que présidente de l'Association nationale des élus de la montagne, je ne peux que me réjouir du désenclavement de nos territoires, encore plus quand on sait que la route de demain sera recyclée et zéro émission. Sur le choix d'une durée de concession de 55 ans, le rapport de l'autorité de régulation des transports, publié en janvier 2022, révèle que 40 ans correspondent à la période d'amortissement, à laquelle s'ajoutent 15 années supplémentaires afin de répondre aux exigences des prêteurs. On imagine aisément que cette marge suffira à peine à amortir la flambée du coût des matières premières que nous connaissons tous. Compte tenu de cette durée de concession, avez-vous prévu des clauses relatives à la décarbonation du secteur afin de moderniser l'infrastructure pour l'adapter aux innovations et d'éviter de futurs avenants au contrat de concession? Enfin, de façon plus générale, envisagez-vous de faire financer les futurs projets d'infrastructure par la fin des concessions autoroutières actuelles?
Je précise, en laissant les péages actuels fléchés par l'AFITF, l'État pourrait financer de nouveaux projets, ce qui éviterait certainement certains problèmes. Merci. Monsieur Balderini ou Madame Coupé, vous avez la parole. Le micro. Merci, je vais tâcher de répondre. La décarbonation, alors l'autoroute A69, en ce qu'elle est prévue, ou ce qu'elle est aujourd'hui contractualisée, intègre d'ores et déjà des enjeux liés à la décarbonation. Donc, je l'ai dit, le fait de recourir à une perception du péage en flux libre permet de réduire permet de faire des économies d'énergie et de réduire la consommation d'espace. Et le concessionnaire a prévu dans les aires de repos des installations de recharge de véhicules électriques. Et il a également prévu que le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques soit progressif au cours du temps en fonction des besoins des usagers. Donc de ce point de vue-là, le contrat prévoit déjà une certaine évolutivité. Et de manière générale, d'ailleurs, les contrats de concession autoroutière sont soumis au principe de mutabilité du service public. La migration vers des sources d'énergie décarbonées fait partie de cette mutabilité des contrats de concession, et l'ensemble du réseau autoroutier concédé et l'ensemble des concessionnaires doivent mettre en œuvre cette mutabilité du service public. Donc de manière très générale, la décarbonation sera mise en œuvre dans le cadre de l'ensemble des contrats de concession. C'est ce qui est déjà constaté, enfin je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'année dernière, depuis 2023, toutes les aires de service du réseau sont équipées en installation de recharge de véhicules électriques. On a également d'autres aménagements qui participent de cette décarbonation. On a des voies réservées pour les transports en commun, on a des voies réservées aux covoitureurs qui se développent sur le réseau. Alors là où c'est pertinent, sur une autoroute qui n'est pas saturée, il n'est pas nécessaire de faire de voies réservées, puisqu'une voie réservée, ça consomme de la place, notamment les voies réservées aux transports en commun se traduisent par un élargissement de la bande d'arrêt d'urgence. Une bande d'arrêt d'urgence fait entre 2,50 m et 3 mètres. Lorsqu'on fait circuler des bus sur la BAU, sur la bande d'arrêt d'urgence, il faut la porter à 4 mètres. Donc évidemment, on ne le fait que là où c'est nécessaire. Autour de Grenoble, on a notamment un réseau de voies réservées aux transports en commun extrêmement important qui permet à l'ensemble des bus de traverser et d'offrir un service aux usagers alors à bas carbone. Encore des bus en l'occurrence qui sont thermiques, mais les bus également sont en train de migrer. Donc on développe ces outils-là. Le covoiturage est également une façon de décarboner la route. On a sur l'ensemble du réseau autoroutier concédé un peu plus de 8000 places de covoiturage. Et on a quelques milliers de places de covoiturage qui sont également en cours d'aménagement. Donc de la même manière que sur l'autoroute A69, on a également des places de covoiturage qui sont prévues et qui suivront les besoins des usagers au cours du temps. Donc on a vraiment sur un panier qui permet d'accompagner la décarbonation de la route. Alors pour ce qui est de ce qui se passera à la fin des concessions historiques, le ministre Patrice Vergrit a annoncé il y a quelques semaines que c'était une réflexion qui était devant nous, qui était à mener. À ce stade, la réflexion est en cours sur les modalités dans lesquelles cette réflexion pourrait être menée. Est-ce que cette réflexion doit être menée par une commission? Est-ce que cette réflexion doit être menée par une convention citoyenne? Et voilà, donc c'est un sujet qui est devant nous. Merci Monsieur Balderelli. Madame Hérodi, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, merci. Alors, je souhaite poser des questions sur 5 articles. Je vais vous les poser une par une pour avoir des réponses précises, parce que c'est ce qu'on souhaite avoir. Du coup, sur l'article 23, c'est une question à Madame Coupé. Beaucoup de zones d'ombre demeurent concernant les péages prévus sur cette autoroute et notamment leur prix. Le contrat de concession permet de déterminer le prix par des calculs logarithmiques très complexes, très loin des formules de calcul présentes dans les autres contrats de concession d'autoroute. Il paraît aujourd'hui impossible de déterminer avec certitude le prix du trajet sur l'A69 de manière précise, ainsi que son évolution dans l'avenir. Ma question est, pouvez-vous nous dire si les formules de calcul utilisées sont réglementaires ? Et quel sera le prix pour les usagers de cette autoroute précisément? Il est écrit dans le contrat de concession que le montant définitif des tarifs de péage sera fixé au plus tard 15 jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Ensuite, il est écrit que, le cas échéant, l'annexe 18 du contrat devra être modifiée.
Ma question est, cela veut-il dire clairement que les tarifs seront amenés à évoluer, si oui, à la hausse ou à la baisse? Je vous remercie. Alors, si vous le voulez bien, je vais reprendre la question par la fin. L'annexe 18 qui doit être mise à jour, c'est l'annexe relative au plan de financement, mais qui est absolument sans lien sur les tarifs de péage. Donc, les tarifs de péage sont ceux qui sont soumis aux règles qui sont prévues dans le contrat dans l'article 25. La seule annexe qui est utilisée pour la fixation des tarifs de péage, c'est l'annexe 22, qui prévoit un certain nombre de chiffres de référence et qui prévoit d'ailleurs également les formules d'abonnement qui seront proposées par le concessionnaire. Mais l'annexe 18 ne modifie en rien les tarifs de péage. Donc de ce point de vue-là, enfin, la mise à jour de l'annexe 18 n'a absolument rien à voir avec les dispositions tarifaires. Alors, pour la même raison que tout à l'heure, le montant du tarif de péage qui sera payé par l'usager à la mise en service, on ne peut pas vous le communiquer, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, donc j'en suis navré, mais je ne peux pas répondre à cette question. Sur les règles et sur les formules qui sont utilisées dans l'article 25, encore une fois, ce sont des règles qui sont usuelles, qui sont complexes parce que qui sont rendues complexes, qui ont été complexifiées au cours du temps compte tenu des règles de modulation. Donc on a effectivement deux modulations. On a une modulation pour les classes euro. Pour les véhicules lourds, c'est une modulation qui est rendue obligatoire par la directive Eurovignette depuis le début des années 2010 et donc qui est présent dans A63, A150, contournement de Strasbourg, A79. Donc on a au moins 5 contrats dans lesquels cette modulation euro existe, alors selon différentes modalités évidemment. Lorsque les tarifs de péage sont plus simples, c'est-à-dire lorsqu'on a une barrière de péage sur l'autoroute, c'est le cas de l'autoroute A63 par exemple. L'autoroute A63, on a deux barrières de péage, une au nord, une au sud, et on a un seul tarif de péage qui s'applique à chacune de ces barrières. C'est plus simple qu'une autoroute comme l'autoroute A69, où on a plusieurs types de trajets qui peuvent être réalisés par les usagers, selon qu'ils viennent de Castres, selon qu'ils viennent de Puymorin, selon qu'ils viennent de Verfeil. Donc on a évidemment plus de tarifs dans la concession de l'autoroute A69, mais la forme et les contraintes sont exactement les mêmes. Et l'autre modulation qui, elle, est plus récente, effectivement, c'est la modulation pour les véhicules à basse émission, les véhicules légers à basse émission, qui conduit à ce que les véhicules à très faible émission, donc essentiellement aujourd'hui pour les véhicules légers ce sont des véhicules électriques, paient un tarif 20% inférieur au tarif des véhicules thermiques. Ce qui veut dire qu'on a le tarif qui est prévu par le contrat, c'est un tarif de référence, et on va avoir des véhicules thermiques qui vont payer un peu plus que ce tarif, et des véhicules thermiques qui vont payer 20% de moins par rapport au tarif des véhicules thermiques. Voilà, donc ces règles, et l'objectif posé par le contrat conformément au code de la voie routière, c'est que ces modulations soient sans gain ni perte pour le concessionnaire, c'est-à-dire que le concessionnaire ne puisse pas distordre les modulations de manière à avoir des recettes supplémentaires. L'objectif, c'est que ce soit neutre pour lui, et les formules, alors qui sont effectivement assez complexes, hein, on le regrette, puisqu'il nous revient après de vérifier chaque année que ces formules soient vérifiées. Et donc, je ne vous cache pas que c'est un tout petit peu consommateur de temps. Mais enfin, en tout cas, ça nous permet de vérifier que ces formules sont assez robustes, puisqu'elles nous ont permis de fixer, il y a peu de temps, l'évolution des tarifs de péage de l'autoroute A79, la RCEA. Et donc, ces formules sont robustes, puisqu'elles fonctionnent, y compris les toutes dernières relatives à la neutralité financière pour la modulation pour les véhicules électriques. Et je ne sais plus si j'ai raté un bout de votre question, auquel cas... Oui, non? Pour rebondir avant de passer à l'autre article, quand vous parlez du coût du prix de l'autoroute, il y a la partie 4 de l'annexe 18, donc celle que j'ai évoquée, qui parle du tarif kilométrique de référence. Et là, il y a du coup, classe 1, 18,61 centimes par kilomètre hors taxe, donc ça a un rapport avec le prix du péage.
Alors ça c'est l'article 23.5 qui prévoit que entre l'offre du concessionnaire telle qu'elle a été proposée et les conditions financières telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont observées au moment où le contrat entre en vigueur, si d'aventure les taux d'intérêt de la dette, c'est-à-dire les conditions financières qui sont offertes au candidat entre l'offre qu'il a déposée, la dernière offre du candidat à Tosca, ça devait être en octobre 2021, donc c'est là où il a été désigné attributaire, donc c'est en septembre, donc il a été désigné en octobre, donc c'est en septembre, les derniers éléments de son offre c'est en septembre 2021. Si d'aventure les conditions financières s'étaient considérablement améliorées entre septembre 2021 et avril 2022, alors ça se serait traduit par une baisse des tarifs de péage. Il se trouve qu'entre septembre 2021 et avril 2022, les conditions financières se sont dégradées très fortement, puisque les taux d'intérêt de la dette, compte tenu du déclenchement entre les deux de la guerre en Ukraine, ont fortement augmenté, et donc les conditions financières pour le concessionnaire, donc, dans le cadre de son risques et périls, se sont dégradées, et donc effectivement ça ne s'est pas traduit par une baisse des tarifs kilométriques. C'est effectivement ce qui est prévu dans l'article 23.5. C'est pour ça que voilà, je vous ai dit que l'article d'annexe 18 est sans lien, puisque c'est une situation qui est connue depuis l'entrée en vigueur du contrat depuis avril 2022, et compte tenu de l'évolution des conditions financières entre septembre 2021 et octobre 2022 et avril 2022, il n'y a pas eu lieu de réévaluer cet élément-là. Donc, pour rebondir, et après je passerai à un autre article, dans l'article 23, il est clairement dit: le montant définitif de ce gain financier, de même que le montant définitif des tarifs de péage, seront fixés au plus tard 15 jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession. Le concessionnaire complète, le cas échéant, la partie 4 de l'annexe 18. Voilà, donc Oui. Et donc on est bien dans le cas de l'article 25.5, c'est-à-dire dans le cas où on aurait eu une amélioration des conditions financières, ce qui, je vous le confirme, ne s'est pas passé. Voilà, on parle bien de l'article 23.5, voilà, notamment s'il souhaite bénéficier de conditions de financement plus favorables qui pourraient être offertes par tout établissement financier, notamment se libérer de leurs exclusivités. Donc on est bien dans le cas où on aurait eu une amélioration des conditions de financement entre septembre 2021 et avril 2022. Encore une fois, entre septembre 2021 et avril 2022, les conditions financières se sont dégradées puisque les taux d'intérêt de dette, alors si la question nous est posée, on peut vous communiquer l'évolution des conditions de financement entre septembre 2021 et avril 2022. Celles-ci se sont considérablement dégradées. Madame Ferrer, vous vouliez prendre la... Non, je continue mes articles, s'il vous plaît. Ok, oui. allez-y. Donc sur l'article 25, coût des péages. Donc du coup, pour l'indexation de ces tarifs pendant la durée de concession, le concessionnaire pressenti a choisi de pondérer respectivement de 75% à 15% et à 10% l'IPC, l'indice TP01 et l'indice TP09. Il est généralement constaté que les indices TP01 et TP09 sont plus dynamiques que l'inflation. Par exemple, l'indice TP01, indice travaux publics, index général tous travaux, de janvier 2022 était à 119,9 et en janvier 2024, 129,9. L'indice travaux publics TP09, fabrication et mise en œuvre des enrobés, en janvier 2022 était de 121,1, en janvier 2024, 124,5. Cela va-t-il avoir comme résultat que les tarifs pratiqués sur la 69 devraient croître plus vite que l'inflation? Je rejoins Madame la rapporteure sur la question 7 et 8 de son questionnaire. Donc, est-ce que ça va croître plus vite que l'inflation ou pas? Ils sont en tout cas beaucoup plus volatiles que l'indice des prix à la consommation. C'est pour ça que la formule de réévaluation annuelle prévoit qu'ils sont encadrés. C'est-à-dire que ces indices, une évolution des indices TP qui serait supérieure à 4% par an d'une année sur l'autre, sera écrétée à 4%. Et donc, dans le cas où les indices TP auraient évolué à plus de 4% dans l'année, ceux-ci seront écrétés à 4%, comme ils pèsent 25%, ils ne contribueront pas plus à 1 point d'augmentation des tarifs de péage, de manière effectivement à éviter le mécanisme qui a pu être observé sur certains contrats qui ne prévoyaient pas ce plafonnement et qui pouvait se traduire par des augmentations des indices TP trop dynamiques. Donc ce plafonnement permet d'éviter le mécanisme que vous doutez.
On a encore un petit peu de temps si madame... vous pouvez encore poser une question, on a encore un peu de temps avant de suspendre. Le micro, ton micro. Alors du coup, je continue sur l'article 26, publicité des tarifs. Donc c'est une question posée à Madame Coupet. L'article 26 dit que les tarifs de péage doivent être portés à connaissance du public et plus particulièrement des usagers de l'autoroute dans les conditions réglementaires en vigueur. La réglementation prévoit-elle une date butoir pour avoir des tarifs définitifs? Si oui, laquelle? Ensuite, au vu des révélations récentes sur le financement, les services de l'État comptent-ils renégocier ce contrat? Je vais me permettre de répondre si vous le voulez bien. La réglementation prévoit que les tarifs sont communiqués 10 jours avant leur application. Et donc je vous confirme que les tarifs seront communiqués 10 jours avant leur application. Je n'ai en revanche pas compris ce à quoi vous faites référence dans la deuxième partie de votre question. Alors, la deuxième partie de ma question, c'est au vu des révélations récentes sur le financement dans les journaux et dans ce qui a été révélé, les services de l'État comptent-ils renégocier le contrat ou pas? Je n'ai pas connaissance de révélations qui conduiraient à devoir interroger cette question. Par ailleurs, ceci dit de manière générale, il appartient à l'État et le cas échéant aux collectivités publiques, si elles le souhaitent, de modifier les conditions d'exécution d'un contrat par avenant. Donc d'une certaine manière, si l'État et les collectivités publiques le souhaitent, encore une fois, peuvent modifier les conditions d'exécution d'un contrat par avenant, un avenant qui sera soumis au contrôle de l'autorité de régulation des transports. De manière générale, ça évolue. On passe à peu près 3 ou 4 avenants sur l'ensemble des contrats de concession par an, ce qui veut dire que tous les 5 ans, on a à peu près un avenant sur l'ensemble des contrats de concession, ce qui peut arriver, y compris pour des concessions récentes. Donc les termes du contrat ne sont pas figés pour les 55 ans, mais il convient que l'État et les collectivités publiques, si elles le souhaitent, puissent négocier un éventuel avenant si elles pensent que les conditions le nécessitent. Alors du coup, article 29, durée de concession. La durée de concession est fixée à 55 ans pour cette portion d'autoroute. Dans l'article 29, il est précisé que l'État ne pourra reprendre la concession de cette autoroute qu'à 2 conditions. La première, c'est le concédant, c'est-à-dire l'État ne pourra récupérer la concession qu'après 28 ans d'exploitation. La deuxième, et c'est là où je trouve que le contrat est bien verrouillé, il faut que le concessionnaire atteigne 4,68 milliards de chiffre d'affaires, un objectif qui n'est pas atteignable de l'aveu même du concessionnaire. Le prévisionnel des recettes annuelles présenté à l'annexe 18, page 645, présente un chiffre d'affaires cumulé prévu entre 2025 et 2077, soit sur l'ensemble de la durée de concession de 3,713 milliards d'euros. Et l'avis de l'autorité de régulation des transports en date de 2022 dit en page 14 que la prévision d'Atosca est de 3,7 milliards et que c'est une prévision optimiste. Mes questions sont les suivantes. Ne pensez-vous pas que le contrat est totalement déséquilibré et que l'intérêt des sociétés privées a supplanté l'intérêt général et donc l'intérêt des usagers? L'article 1121-1 de la commande publique stipule, je cite, « La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. » Avec les éléments suivants. Une rallonge de 15 ans d'exploitation jugée par l'ART, certes à demi-mot, comme assez douteuse, page 10 de l'avis, paragraphe C. 2 déviations payées 2 fois par le contribuable qui correspond à 75 millions d'avantages à nature, 12 millions de cadeaux de TVA, 23,5 millions de contributions de collectivités, une future station photovoltaïque génératrice de nouveaux revenus pour Atosca, dont il ne figure aucune trace dans le contrat. Un cadrage en règle de la durée et des modalités de reprise par l'État de la concession, rendant le retour à l'État de la 69 quasi impossible. L'État a-t-il fait en sorte que le risque qui a été transféré à Atosca sur une réelle exposition aux aléas du marché n'existe pas? Pour que tout le monde comprenne, et notamment ceux qui nous suivent, a-t-on fait en sorte, en incluant de telles clauses dans le contrat, qu'Atosca, quoi qu'il arrive, en sorte gagnant et engrange des milliards avec une prise de risque minime, voire inexistante?
On est en droit de se poser la question et je vous la pose à vous et j'en terminerai par là. Concernant la durée de concession, et en me référant encore une fois au Code de la commande publique, l'article R 3114-2 stipule: pour tous les contrats de concession d'une durée supérieure à 5 ans, la durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés par l'exploitation des ouvrages avec un retour des capitaux investis compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. Donc, j'ai été voir le tableau d'amortissement qui, soit dit au passage, est assez léger, page 645, partie 2 de l'annexe 18. Alors, Atosca éteindra sa dette en 2046, si j'ai bien compris, soit après 24 ans d'exploitation. Donc, de 2046 à 2077, soit une période de 31 ans, c'est pour Atosca que des bénéfices qui vont tomber. On est bien sûr une période de 31 ans, donc bien au-delà de ce que dicte le Code de commande publique. Estimez-vous que la durée de 31 ans supplémentaires est un temps raisonnable après retour d'investissement? Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question. Pardon, Monsieur Balderelli, pour nous permettre de nous rendre dans l'hémicycle, je vais suspendre temporairement. Ça va me permettre de préparer mes réponses. Voilà, très bien. Je suspends. Merci.
faut patienter un peu. Hop, allez-y. C'est bon. Monsieur Balderelli, vous avez la parole pour répondre. Je vais essayer de vous question. apporter la réponse la plus complète et la plus concise possible, ces deux éléments n'étant pas ambivalents. Alors, la durée de la concession. La durée de la concession a été... la durée de la concession a été fixée par l'État dans le cadre de la consultation. La durée de 55 ans est la durée classique que nous fixons pour des contrats de ce type depuis plusieurs années. La durée de 55 ans se retrouve pour l'autoroute A150, pour l'autoroute du contournement de Strasbourg. Et on a même des durées plus longues pour des contrats plus anciens. On a des durées de 65, voire plus de 70 ans dans certains cas. Vous avez fait référence à l'avis de l'autorité de régulation des transports. Il me semble important d'en lire la conclusion sur cette question à la fois d'équilibre économique et de bon calibrage des recettes par rapport au coût. L'autorité de régulation des transports nous explique dans sa conclusion en page 20, il résulte de ce qui précède que le projet de cahier des charges satisfait les obligations de l'article L122-4 du Code de la voie routière en prévoyant des recettes de péage projetées permettant exclusivement de couvrir des dépenses liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement et à l'extension de l'infrastructure, y compris la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. C'est une autorité administrative indépendante qui nous le dit. Donc la durée de la concession, de la façon dont elle a été construite dans le mécanisme concurrentiel et selon l'analyse de l'autorité de régulation des transports, elle est conforme aux dispositions du Code de la commande publique et elle permet de couvrir exclusivement, comme le dit l'autorité de régulation des transports, les charges de la société concessionnaire. Donc ça, il me semble important de pouvoir le rappeler. Alors, vous avez fait référence à l'article 29 et aux mécanismes qui sont prévus par l'article 29. L'article 29, il prévoit deux choses. Il prévoit la durée normale de 55 ans, conformément à ce que nous dit la RT et conformément au cahier des charges que nous avons élaboré. Et il dit que si les recettes de la société concessionnaire atteignent, pendant une durée inférieure à la durée de 55 ans, minimum de 28 ans, un certain montant, alors la durée de la concession s'arrête avant son terme. C'est-à-dire qu'on est sur une clause dite de durée endogène, pour lequel on va considérer que quand bien même on ne soit pas encore arrivé au terme de la concession, les trafics, par exemple, sont beaucoup plus importants que prévu, et donc il est normal que si les trafics sont plus importants et que les recettes du concessionnaire, d'une manière ou d'une autre, sont plus importantes que celles qu'il a envisagées, donc il est normal que ce montant de 4 milliards soit supérieur à ce qui a été prévu par le concessionnaire. Si on arrêtait la concession avant que celui-ci ait atteint le montant de recettes estimé sur une durée plus courte, d'une certaine manière, on prévoirait que celui-ci soit obligé de perdre de l'argent. Voilà, hein, celui-ci soit obligé de perdre de l'argent. Donc on est bien sûr sur un mécanisme qui permet d'interrompre la durée de la concession dans le cas où les prévisions excèdent trop largement, dans le cas où les recettes excèdent trop largement les prévisions. On a même plusieurs mécanismes qui ont été élaborés et qui complètent cet article 29. On a le dispositif qui est prévu à l'article 30, c'est-à-dire le dispositif prévu à l'article 30 permet de considérer non pas sur la durée totale en réduisant la durée, mais prévoit un partage des fruits de la concession si les recettes constatées, et ce test est fait chaque année, si les recettes constatées dépassent les recettes telles qu'elles sont prévues. Et donc on va avoir chaque année, puisque le mécanisme de l'article 29 c'est sur des recettes cumulées, donc le mécanisme de l'article 30, on va le constater par rapport au mécanisme par rapport aux recettes propres du concessionnaire. Donc dès qu'on va avoir des recettes qui sont supérieures aux recettes prévisionnelles, on va avoir un partage de ces recettes avec le concédant. Ces recettes, ce partage permettant de rembourser dans un premier temps les concours publics, donc les 23 millions d'euros tels qu'ils ont été prévus par les collectivités, et permet également, une fois que l'ensemble des apports publics ont été remboursés, de baisser les tarifs de péage, de manière à ce que si on est sur de manière à ce que si l'exécution de la concession se passe mieux que prévu, les usagers puissent en récupérer une partie des fruits, une fois que les collectivités publiques qui ont participé au financement de l'infrastructure en sont remboursées. On a également un autre mécanisme de partage des fruits, c'est le mécanisme qui est prévu à l'article 24, le mécanisme de partage des gains de refinancement, qui permet là encore, dans le cas où, alors on a parlé de l'article 23.5 qui est les modalités de financement entre l'offre du candidat et la signature du contrat.
Là, on va s'intéresser au mécanisme de refinancement éventuel de la dette en cours d'exécution de la concession. On a un plan prévisionnel qui est dans l'annexe 18. Si le concessionnaire refinance sa dette ou restructure son financement de manière plus générale dans des conditions plus avantageuses que celles qui sont prévues dans l'annexe 18, une partie de ces fruits vont être reversés d'abord aux collectivités publiques, puis ensuite restitués aux usagers de manière à baisser les tarifs de péage. À ce titre, l'autorité de régulation des transports, dans sa même conclusion, nous explique donc il résulte de ce qui précède que le projet cahier des charges satisfait les obligations en incluant un ensemble de clauses permettant l'encadrement des résultats financiers de la concession qui irait sensiblement au-delà des prévisions initiales. C'est-à-dire que l'autorité de régulation des transports vous explique également qu'elle a identifié dans le cahier des charges ces clauses de partage des fruits qui permettent de modérer les gains du concessionnaire, faire en sorte que les usagers et les collectivités publiques récupèrent une partie des gains de la concession si celle-ci se passe mieux que prévu. En revanche, aucun mécanisme ne limite, ne réduit ou ne modère les pertes du concessionnaire dans le cas où l'exécution de la concession se passe moins bien que prévu. C'est-à-dire qu'on est dans un mécanisme asymétrique. Si les choses se passent mieux que prévu, les collectivités publiques et les usagers récupèrent une partie des fruits. Si les choses se passent moins bien que prévu, c'est le concessionnaire qui en assume seul les conséquences, comme on a pu effectivement le constater sur d'autres concessions autoroutières et où les actionnaires notamment ont été conduits de réinjecter les fonds et les banquiers, les prêteurs également ont accepté de restructurer la dette. Donc quand on parle de partage de risque, en réalité on est sur des contrats qui sont asymétriques en défaveur du concessionnaire. Et ça c'est un élément qui est extrêmement fort puisque c'est le résultat de 20 ans d'appels d'offres qui ont permis au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires d'améliorer les modalités de passation des concessions, et l'ensemble de ces clauses ont été rajoutées et améliorées au cours du temps en fonction par rapport à ce qui se passait au début des années 2000 et par rapport aujourd'hui ce qui se passe. Donc on est sur un des éléments les plus aboutis comme l'autorité de régulation des transports nous l'indique. Il me semble-t-il, avec ces éléments, je dois répondre à l'ensemble de vos observations, mais je suis à votre écoute si j'ai raté des éléments. Allez-y. Du coup, l'article 24, après je m'arrêterai là. Il est fait référence à l'article 24 de la concession d'un apport des collectivités d'un montant de 23 millions d'euros, 134,904 millions d'euros en numéraire, et un apport en nature d'une valeur de 75 millions d'euros en valeur 2020, qui correspond à la valeur des études, des terrains, des ouvrages, etc. Pour que les personnes qui nous suivent puissent avoir un ordre d'idée, cela correspond à 53 358 mètres carrés pour la déviation de Saint-Germain-Soile, 134 880 mètres carrés pour la liaison Castres-Soile et 600 000 pour la déviation Puy-Laurent-Saint-Germain-des-Prés. Tout cela remis au concessionnaire pour une durée de 55 ans, qui est la durée de la concession, avec une particularité quand même assez étonnante qui peut interroger. Les travaux effectués sur la déviation Soile, mise en service en 2000, tout comme ceux réalisés sur la déviation de Puy-Laurent, construite en 2008, l'ont été par des filiales de NGE, Guintoli et Casal. Ces deux déviations ont pour la suite été intégrées dans le tracé de l'autoroute et dans le contrat de concession. Elles sont donc considérées comme un apport en nature à NGE dans le cahier des charges pour une valeur estimée de 75 millions d'euros, valeur 2020. Donc mes questions sont les suivantes. Qui a décidé la rétrocession de ces deux déviations au concessionnaire Atosca, sachant que les filiales de NGE sont actionnaires d'Atosca, a été l'entreprise qui a effectué les travaux des déviations et qu'elle a été rétribuée pour cela? Ne considérez-vous pas que les déviations ont été payées 2 fois par le contribuable? Toujours sur la question des terrains et leur utilisation, qui à mon sens devrait avoir un impact sur le coût du péage, avez-vous connaissance lors des échanges pour la rédaction du contrat où le concessionnaire vous a-t-il informé de l'installation d'une centrale photovoltaïque le long des tracés de l'autoroute sur une partie des emprises autoroutières de la 69, ce que vous appelez dans votre jargon les délaissés autoroutiers, ce qui inclut de facto, et je pense que vous ne me contredirez pas, des revenus supplémentaires pour Atosca? Ces éventuels revenus supplémentaires ont-ils été inclus dans le plan de financement ou le calcul du tarif du péage? À votre avis, cette nouvelle source de revenus pour Atosca doit-elle nécessairement modifier la durée de concession, le montant des péages ou des subventions dans l'équilibre général du contrat?
Si c'est le cas, vous a-t-on caché une rentrée d'argent supplémentaire pour ne pas toucher à la durée de concession? Je vous remercie. Alors, sur les déviations de Soie-les-Puits-le-Reims, pour commencer, ce sont effectivement des apports en nature, il est normal que l'État valorise la mise à disposition de ces deux déviations. Alors je profite d'ailleurs pour préciser que, contrairement à ce qui peut parfois être entendu, le concessionnaire n'est pas propriétaire des autoroutes. L'ensemble du réseau autoroutier reste la propriété de l'État, l'État qui est propriétaire des autoroutes, et ces éléments sont concédés, sont délégués au concessionnaire de manière à ce que celui-ci puisse assurer l'ensemble des charges, donc de construction, d'entretien, d'exploitation et de maintenance, en contrepartie de quoi il est autorisé à percevoir un péage. Donc c'est bien comme ça l'économie générale des sujets. De manière très schématique, si ces deux déviations n'avaient pas été remises au concessionnaire, si elles n'avaient pas été réalisées et payées par les collectivités publiques au préalable, il est probable, le concessionnaire aurait dû supporter 75 millions d'euros de charges supplémentaires et il aurait demandé une subvention d'équilibre de 75 millions d'euros supplémentaires où il aurait prévu que les tarifs de péage soient supérieurs de manière à amortir ces 75 millions d'euros supplémentaires. D'une certaine manière, cet apport en nature a permis aux collectivités publiques qui, réalisées précédemment, ont d'une part rendu service aux usagers depuis leur mise en service, mais également ont permis de réduire le montant de concours public tel qu'il résultait de l'appel d'offres. Et quand je disais qu'on avait prévu 200 millions d'euros de subventions dans l'étude préalable, ça prenait déjà en compte ces 75 millions d'euros d'apport en nature. Donc d'une certaine manière, les 23 millions d'euros qui sont le résultat de l'appel d'offres sont bien comparables aux un peu plus de 200 millions d'euros qui étaient prévus dans l'étude préalable. Et de toute façon, ces 75 millions d'euros, s'ils n'avaient pas été réalisés, s'ils n'avaient pas été apportés, ils auraient dû être supportés d'une manière ou d'une autre, soit par l'usager, soit par les collectivités publiques. Il n'y a pas d'une certaine manière, on est dans un environnement dans lequel il n'y a pas d'argent magique dans ce dispositif. Le mécanisme concurrentiel permet de faire en sorte que les collectivités publiques et les usagers bénéficient de l'attractivité de ces marchés. On passe d'un marché important, la concession représente à peu près un montant d'investissement de 450 millions d'euros. C'est un marché important qui permet d'une certaine manière d'avoir des candidats qui réalisent les meilleures offres qu'ils sont capables de faire dans l'environnement et compte tenu notamment également d'ailleurs du partage de risque dont je rappelle qu'il est plutôt déséquilibré au détriment du concessionnaire. Alors les recettes annexes, le concessionnaire, compte tenu des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, est gestionnaire du domaine public qui lui est confié, dont il a la gestion. Il lui revient, le cas échéant, de développer des activités sur ce domaine. En l'occurrence, la société, le candidat à Tosca a fait état de cette perspective, répondant cela à la demande du gouvernement de développer les énergies les énergies renouvelables. Donc le photovoltaïque est une énergie renouvelable. Le souhait du gouvernement est de développer le photovoltaïque en ayant un impact environnemental le plus faible possible. Les délaissés autoroutiers se prêtent, en fonction des circonstances du terrain, de manière assez naturellement à l'équipement en panneaux photovoltaïques. Et si le concessionnaire met à disposition une partie des délaissés pour réaliser une activité photovoltaïque qui génère des recettes annexes, ces recettes annexes seront prises en compte dans les mécanismes de partage des fruits dont j'ai parlé. Donc les collectivités publiques bénéficieront, le cas échéant, des ressources qui seraient dégagées par ces activités annexes. Madame Ferrer, vous aviez une question ? Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur Balderelli. Moi, ma question porte sur l'article 29 les articles 29 et 30. Donc vous avez, c'est des thèmes assez techniques, mais vous avez déjà quand même détaillé certains éléments concernant ces articles, mais j'avais donc une question sur la durée d'amortissement. Donc en admettant que la durée d'amortissement retenue soit de 40 ans, la durée supplémentaire de cette concession est de 15 ans, pouvez-vous préciser qui sont les prêteurs évoqués dans cet avis de l'autorité de régulation des transports et quelles sont les exigences formulées ?
L'État dispose-t-il d'un document exprimant clairement ces exigences ou celles-ci ont-elles été seulement supposées? Ça, c'est ma première question. Oui. Les exigences formulées dans l'article. Alors, donc c'est en lien avec l'article 29. Donc, la durée du contrat de concession ne doit pas excéder donc entre le temps raisonnable escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse ses investissements. Dans son avis du 25 janvier 2022, l'autorité de régulation des transports indique que le concédant s'est référé aux durées de financement généralement retenues pour ce type d'infrastructure, donc 30 à 40 ans après refinancement, mais qu'il a également tenu compte des exigences supposées des prêteurs, qui demanderaient une durée de concession supplémentaire de 5 à 15 ans. Donc ma question découle de là. Donc je vous répète ma question. Donc en admettant que la durée d'amortissement retenue soit de 40 ans, la durée supplémentaire de cette concession est de 15 ans. Pouvez-vous préciser qui sont les prêteurs évoqués dans cet avis de l'autorité de régulation des transports et quelles sont les exigences formulées? Donc l'État dispose-t-il d'un document exprimant clairement ces exigences ou celles-ci ont-elles été seulement supposées? Merci. Oui, j'ai compris. Alors, la durée d'amortissement de la concession, c'est 55 ans. C'est ce que nous dit l'autorité de régulation des transports. L'autorité de régulation des transports nous dit que les recettes sur la durée de la concession, sur les 55 ans, sont calibrées pour rembourser intégralement les coûts. Donc, il est faux de dire que l'ART aurait supposé que la durée d'amortissement de la concession, c'est 40 ans. Ce que explique l'ART dans ce passage que vous avez relevé, c'est qu'on a deux sources de financement, on a trois sources de financement. On a les concours publics. Les concours publics seront remboursés dans le cadre de bonne fortune. On a 275 millions d'euros de dettes qui sont apportées par des établissements prêteurs. Et on a 125 millions d'euros de fonds propres qui sont apportés par les actionnaires d'Atoscar, soit sous forme de capital social, soit de dettes subordonnées. Pourquoi est-ce qu'on a ces deux sources de financement? On a ces deux sources de financement parce que dans la cascade des cash flows, c'est-à-dire dans la cascade des revenus, le concessionnaire paye l'ensemble des charges de la concession, les coûts d'exploitation, de maintenance, d'entretien. Donc ça, ce sont les premières choses qui sont payées, et les services du concédant, et notamment l'autorité chargée du contrôle dont on a parlé la dernière fois, vérifie que l'ensemble des charges sont effectivement supportées et que l'autoroute correspond en tout temps aux meilleurs services aux usagers pour que celui-ci circule de manière commode et en sécurité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément dans la cascade des cash flows, c'est les banquiers, les prêteurs. Donc c'est les 275 millions d'euros de dettes. Ils sont remboursés en priorité par rapport aux actionnaires. Donc ceux-ci sont remboursés d'abord par les intérêts qui sont versés sur la dette. Donc ces 275 millions d'euros de dettes qui sont en cours de tirage, aujourd'hui le concessionnaire, pour financer ses travaux, tire sur la dette. Évidemment, aujourd'hui, il n'a aucune recette, et donc ces tirages vont générer des intérêts. Dans les premières années, il n'aura pas beaucoup de recettes, et donc du coup, il remboursera surtout des intérêts et un petit peu de capital. Et puis, comme tout à chacun, lorsque vous avez un emprunt immobilier, vous remboursez d'abord beaucoup d'intérêts et après du capital. Donc ces 275 millions d'euros de dettes doivent être remboursés. Et la durée de 40 ans correspond grosso modo à la durée de remboursement envisagée pour cette partie de dette, les 275 millions d'euros de dette. Sauf que pour financer l'autoroute, on n'a pas besoin de 275 millions d'euros de dette et c'est tout, on a également des fonds propres. Ces fonds propres, dans la cascade des cash flows, ils sont remboursés après. C'est-à-dire que s'il y a des moindres recettes par rapport à ce qui est envisagé par le concessionnaire, il va d'abord ne pas payer les actionnaires. Et si vraiment il n'y a pas assez de recettes, ce sont les banquiers qui verront leurs ressources non assurées. En général, avant d'en arriver là, on a une restructuration de la dette, avec un étalement de la dette, avec un allongement de la durée de la dette. Non, de la dette. Non, de la dette, et pas de la concession. Les prêteurs, d'ailleurs, en sont parfaitement informés, puisque c'est précisément pour ça que les prêteurs ne prêtent pas sur 55 ans. Bien évidemment, si la concession s'exécute mal et se passe mal, et les trafics, les trafics ou les recettes de manière générale sont inférieurs aux prévisions, les banquiers
savent que, donc ils prévoient dans le cas nominal une durée de remboursement de l'ordre de 40 ans, ce qui permet de laisser les 15 ans qui restent pour rembourser les fonds propres. C'est-à-dire que dans ce mécanisme-là, on considère que, alors en réalité, il y a une partie de fonds propres qui est remboursée avant les 40 ans. Hein. Donc alors quand les différents scénarios de remboursement de dette correspondent à des éléments de stress plus ou moins importants. La dette de la concession à 69 est prévue pour être remboursée au plus rapidement en 28 ans. C'est-à-dire que si l'ensemble des ressources de la concession sont affectées strictement au remboursement de la dette, et pas en priorité au remboursement de la dette et un petit peu au fonds propre, alors celle-ci est remboursée dans la durée de 28 ans qui doit être dans l'annexe dans l'annexe 18. En réalité, ce qui va se passer, c'est que si les recettes sont conformes aux prévisions, les banquiers seront rassurés sur le fait qu'ils peuvent être remboursés sur une durée plus longue, et donc ils laisseront les actionnaires récupérer une partie de rémunération de leur fonds propres. Si d'aventure on est dans un scénario de stress, c'est-à-dire que si les banquiers exigent que l'ensemble des ressources de la concession leur sont versées de manière à être désintéressés le plus rapidement possible de la concession, ça veut dire que les actionnaires ne voient aucune ressource pendant 28 ans, et ça veut dire que la rentabilité qui est aujourd'hui espérée à hauteur d'à peu près 9,5% par les actionnaires sera beaucoup plus faible. C'est évident. Donc la logique du financement, c'est de faire en sorte qu'on va articuler à la fois le remboursement de la dette et puis le remboursement de ses fonds propres. Mais la totalité du remboursement des fonds injectés dans la société, c'est-à-dire les 275 millions d'euros de dette et les 150 millions d'euros de fonds propres, c'est bien sur la durée de 55 ans, avec un privilège donné aux prêteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont une espérance de rentabilité, un taux d'intérêt qu'ils exigent qui est moins élevé que les fonds propres. Hein. Plus les ressources sont risquées, plus elles ont dans les plans initiaux une rémunération élevée. C'est normal. Les actionnaires sont les principaux exposés à une moindre recette. Donc on est bien sur une durée de 55 ans. Alors pour revenir sur l'article 29, encore une fois, ces éléments sur la durée de la concession sont indépendants de la capacité de la puissance publique de résilier par anticipation pour un motif d'intérêt général, avec indemnisation du concessionnaire, avant la fin de la durée de la concession. Mais ça, c'est un élément de droit commun dans toute délégation de service public. La puissance publique peut toujours résilier pour motif d'intérêt général un contrat avant son terme, en octroyant alors une juste indemnisation au titulaire du contrat. Évidemment, c'est un élément qui serait coûteux, mais c'est un élément qui existe. Donc le mécanisme prévu par l'article 29, c'est bien un mécanisme de durée endogène, c'est-à-dire de durée qui est plus courte dans la mesure où le concessionnaire a déjà récupéré, est déjà dans une situation de bonne fortune par rapport à ce qui était prévu. Je ne sais pas si c'est clair. Par rapport aux informations que vous avez données, y a-t-il donc c'était ma deuxième question, un document exprimant clairement les exigences et où celles-ci ont-elles été seulement supposées? C'est le mécanisme que je viens de décrire, c'est-à-dire que les prêteurs, on aurait fixé une durée plus longue ou plus courte, de toute façon, les prêteurs n'auraient jamais prêté, n'auraient jamais envisagé de prêter jusqu'à la durée de fin de concession, puisque dans le cas où les trafics seraient très inférieurs aux prévisions et où le concessionnaire ne serait pas en capacité de rembourser les prêteurs, ceux-ci n'ont plus capacité à pouvoir percevoir une partie de ressources supplémentaires. Si la concession a des recettes inférieures pendant cette durée de 40 ans et que sur 40 ans elle n'est pas capable d'avoir remboursé les 275 millions d'euros de dette, les prêteurs prendront les flux qui étaient destinés aux actionnaires. Et donc on peut tout à fait arriver à une concession de 55 ans dans laquelle les prêteurs ont été intégralement remboursés de leurs 275 millions d'euros de dette, mais les actionnaires n'ont vu aucun flux. Ça serait quand même un niveau de dégradation des recettes par rapport aux prévisions extrême, et les mécanismes qui existent dans les concessions historiques permettent d'avoir des concessions qui sont assez robustes. On résiste à des dégradations de chiffre d'affaires de l'ordre de 30, 35, 40%. On a déjà vu ça. Des concessions qui se passent mal, ça arrive. Alors des concessions qui se passent bien, ça arrive aussi. Des concessions qui se passent mal, ça arrive aussi. Cette durée permet de faire en sorte que on a une pérennité
du service public dans la durée, c'est-à-dire qu'on a une restructuration, les actionnaires perdent de l'argent, réinjectent des fonds propres pour assurer la durée, la pérennité de la durée, et restructurent la dette avec des banquiers qui peuvent accepter un allongement de la durée de la dette. Donc on est sur des mécanismes financiers de financement de projet assez classiques pour ce type d'ouvrage. Vous avez d'autres questions? Oui, j'avais une autre question toujours sur l'article 29. Donc, sur quelle base l'État et le concessionnaire ont-ils déterminé la durée d'amortissement pour l'A69? Et où peut-on donc trouver cette information dans les annexes du contrat de concession? La durée de 55 ans a été fixée par l'État dans le cadre du document de la consultation. Dans le contrat de concession. C'est l'article 29.1. Ouais. La concession d'autoroute prend fin 55 ans après l'entrée en vigueur de la concession. Bien. Si les questions sont épuisées, Non. Vous voulez les vôtres? Écoutez, Madame la rapporteure, je vous donne la parole pour quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va se recentrer sur la question des tarifs, puisque toute la question des conditions financières qui viennent déjà d'être abordées le seront dans un troisième volet. Comme je vous avais indiqué, on avait le volet environnemental, le volet social et tarifaire et le volet conditions financières, puisque, évidemment, sans avoir décortiqué complètement la contexture de l'organigramme des participants et des actions du pacte d'actionnariat, évidemment, cela va avoir des conséquences sur la compréhension de l'ensemble du sujet et de l'équilibre financier. Donc, en revenant sur la question des tarifs, moi, je souhaiterais exprimer par rapport à ce que vous avez, quelques propos que vous avez tenus, sur le fait qu'il n'y avait pas d'amélioration des conditions de financement. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine. J'imagine la cherté des matériaux ou l'amplification du coût des matériaux, qui ne fait que renforcer, de mon point de vue, la probabilité de ce que ce sera le tarif plafond qui sera utilisé, et certainement pas un tarif inférieur proposé par le concessionnaire. Et d'ailleurs, par rapport à cette question-là, puisque nous allons avoir les chiffres du tarif plafond, mais le concessionnaire va bientôt certainement vous proposer, et vous allez discuter et échanger et négocier avec le concessionnaire pour les tarifs qui devront s'appliquer à 2025, puisque l'ouverture de l'autoroute est prévue. Donc ma question, c'est à quel moment est-ce que vous avez commencé déjà à négocier avec le concessionnaire? Première question. Deuxième question, c'est quels éléments entrent en compte dans ces négociations entre le moment de l'appel d'offres, le moment de la signature du contrat et la réalisation des travaux qui pourraient affecter les tarifs, et jusqu'à quel point, en ce qui vous concerne, État, vous êtes prêt à assumer un risque d'un tarif qui serait inférieur au tarif plafond, mais qui pourrait mettre en péril l'équilibre financier du contrat? Est-ce qu'il y a, dans ce cadre-là, l'État est-il partie prenante à cette discussion et à cette négociation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est la confirmation. Là, vous ne m'avez pas répondu, mais je pense que vous n'avez pas besoin de votre tableur Excel pour me dire que le tarif plafond, il ne peut jamais diminuer pendant 24 ans. Est-ce que vous me confirmez ce point-là? Ce qui signifierait, si le concessionnaire se place sur le tarif plafond et non pas à un tarif inférieur au tarif plafond, que pendant 24 ans, on a un tarif qui ne fait que progresser et qui ne fera que progresser pendant ces 24 ans. Donc, ça, merci de me le confirmer. Ensuite, je voudrais revenir sur la question que vous avez abordée sur le partage des fruits des activités annexes. C'est un sujet sur lequel on reviendra parce que, à aucun moment donné, en ce qui me concerne dans le contrat, je n'ai vu qu'il y aurait un partage des fruits des activités annexes. Donc, c'est un point que je pose là, sur lequel j'attends pas de réponse à l'instant, mais qu'on reverra ultérieurement. Alors, ça, c'est mon premier volet de questions. Après, j'ai les deux autres questions que j'avais abordées dans mon introduction. Je vous laisse répondre, pour la clarté des débats, à ces premières questions. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. L'article 30 sur le partage des fruits prévoit que le partage est élaboré sur le chiffre d'affaires et prévoit explicitement tout type de recettes compris.
c'est-à-dire qu'on prend en compte les recettes de péage, mais aussi l'ensemble des recettes annexes. Donc c'est extrêmement clair sur le fait que l'ensemble des recettes de la concession, principalement les recettes de péage, mais également le cas échéant d'autres recettes annexes, sont prises en compte dans le partage des fruits. C'est précisément explicité dans l'article 30. Il n'y a pas de négociation sur la mise en œuvre de l'article tarifaire. Le contrat est librement négocié conformément au Code de la commande publique avant sa signature dans le cadre du processus concurrentiel. Une fois que le contrat est signé, il s'applique et notre rôle, c'est de vérifier qu'il est correctement appliqué par le concessionnaire, c'est-à-dire que 2 mois avant la mise en service, le concessionnaire va faire une proposition de tarif de péage. Notre rôle sera de vérifier que les tarifs respectent l'ensemble des stipulations du contrat, le tarif plafond, l'encadrement de la modulation plus ou moins 25%, les modulations classe euro à somme nulle, les modulations pour les véhicules électriques, et donc l'ensemble de ces stipulations se vont vérifier. Si la proposition du concessionnaire est conforme à l'ensemble de ces éléments, plafond, alors le concessionnaire peut proposer jusqu'au tarif plafond, par définition du plafond. Par définition du plafond, il peut le faire, il peut faire moins, mais il peut le faire. Donc si l'ensemble si la proposition du concessionnaire est conforme au contrat, elle est approuvée par l'État par arrêté. Si elle n'est pas conforme, elle n'est pas approuvée. Le concessionnaire est alors mis en demeure de modifier sa proposition pour respecter les stipulations contractuelles. Et si celui-ci ne respecte pas les stipulations du contrat, les tarifs sont approuvés par arrêté ministériel. Ça veut dire que si le concessionnaire, là, vous propose 2 mois avant l'ouverture le tarif plafond, pour vous, c'est réglementaire? Non, pour vous, je m'entends, pour l'État, c'est réglementaire. Et je vous confirme effectivement que les dispositions de l'article 25.5 prévoit en effet que les tarifs de péage sont soumis à une réévaluation qui ne peut pas baisser. Le tarif plafond, encore une fois, le concessionnaire peut, dans la limite du tarif plafond, proposer des tarifs à la baisse. Ce qui est encadré, c'est un rattrapage, c'est-à-dire que on peut être dans une situation où un concessionnaire se serait mis pendant quelques années sensiblement en dessous du tarif plafond. Il lui est interdit de rattraper trop brutalement le tarif plafond, de manière à ce que l'augmentation qui est supportée par l'usager ne soit pas trop importante. Il ne peut le récupérer que dans une durée de 5 ans, c'est-à-dire que si il perd au bout de 5 ans le fait de ne pas avoir appliqué, et il y a un mécanisme qui limite le fait que la hausse issue de ce rattrapage ne peut pas représenter plus d'un tiers de la hausse de chaque année, de manière à limiter pour l'usager la hausse supportée, de la même manière que le plafonnement à 4% des index ETP vise à faire en sorte que l'augmentation annuelle des tarifs de péage ne soit pas trop importante pendant cette période de 25 ans, étant entendu que, comme vous l'avez noté, au-delà de 25 ans, cette réévaluation annuelle, d'une part, peut baisser du tarif plafond, mais également vise à avoir une réévaluation plus faible que celle des 25 premières années. Ok, donc le concessionnaire a tout intérêt à s'adapter dès le départ au tarif plafond, mais on le verra. Alors ensuite, c'était également une observation suite à ce que vous avez pu dire à un moment donné de nos échanges, mais qui n'appelle pas non plus de réponse à ce stade. Vous nous avez dit qu'il y avait amélioration par rapport à la question du financement et de l'apport des collectivités locales, amélioration du projet par rapport de matériaux, mais vous n'êtes pas sans ignorer que vient d'être adopté le schéma régional de carrière d'Occitanie, dont des gravières dans l'Ariège, qui prévoit et qui vont alimenter le chantier de l'A69. Mais c'est un sujet que j'aborderai avec M. Gerlinger, puisque c'est un petit peu en contradiction avec des propos qu'il a pu me tenir lors de la précédente audition. Donc ça, passons maintenant donc au sujet que j'ai abordé en introduction sur la réponse que vous m'avez faite à ma demande réitérée, et merci pour vos recherches réitérées concernant les études qui auraient pu et dont M. Perbet nous avait dit qu'elles étaient à l'appui de la décision de concession autoroutière qui avait été prise à l'époque, que vous n'avez pas retrouvées ou qui n'existent donc pas. Si vous ne les avez pas retrouvées, est-ce que cela veut dire qu'elles n'existent pas? Et donc qu'à l'époque, la décision qui a été prise
de mettre ce dossier en concession autoroutière l'a été prise sur un simple arbitrage d'un dogme libéral, si l'on peut le qualifier ainsi, sans être renseigné de tout autre élément qui aurait pu permettre d'adopter une autre solution que celle d'une autoroute qui longe une route, qui longe une voie ferrée dans un territoire qui est également alimenté par un aéroport. C'est pour traiter de la question du désenclavement. Tout de suite les grands mots, un dogme libéral. Il n'y a pas de dogme libéral. Ce ne sont pas des grands mots, ce sont les miens. Vous nous avez demandé de rechercher des éléments entre 2006 et 2007. Entre 2006 et 2007, il n'y a pas de décision de recourir à la concession pour la réalisation d'un itinéraire à 2x2 aux normes autoroutières entre Toulouse et Castres, puisque le débat public s'est tenu entre 2009 et 2010. Le débat public a servi précisément à assurer la bonne information du public, le recueil de ses observations et de diffuser l'ensemble de la connaissance du moment pour savoir si, oui ou non, il pouvait être légitime d'équiper l'axe Toulouse-Castres avec une autoroute à 2x2 voies en recourant à la concession. La décision a été prise après. Donc en 2006-2007, il n'y a pas eu de décision de recourir à une mise en concession. En revanche, ce qui a été demandé, ce qui a été décidé par le ministre, c'est de soumettre cette question à un débat public. Il me semble important de repréciser l'articulation des décisions par rapport aux éléments qui ont été pris en compte. Le débat public, c'est vraiment et la décision postérieure au débat public, donc qui, elle, a été éclairée par le débat public, les études conduites avant le débat public, l'étude des alternatives et l'expression de l'ensemble des participants du public, a permis de fonder cette décision qui a été prise après, de recourir à la concession pour aménager à 2x2 voies à péage l'axe Toulouse-Castres. Et ensuite, cette décision de référence a été déclinée par la précision de tracé, la précision de fuseau, jusqu'aux études préalables à la déclaration d'utilité publique et la déclaration d'utilité publique du projet. Donc je vais vous écrire pour vous demander les études qui ont été portées à l'appui de la connaissance de M. Perben pour que ce ne soit pas une décision de dogme libéral concernant l'étude ferroviaire et l'étude de l'aménagement de la RN 126. Donc vous allez recevoir un autre courrier, M. Balderelli. Alors, autre question que je voulais vous poser, c'était concernant les auditions précédentes. On a parlé de la VANESE. Nous en avions un petit peu traité, mais on l'a beaucoup vu avec le commissariat... j'ai un trou... comment ? Général à l'investissement, je vous remercie de m'avoir soufflé. Et donc, j'ai des interrogations sur cette VANESE, donc, sur lesquelles vous allez certainement m'éclairer, puisque cette VANESE était évaluée dans un premier temps à 508 millions, sur la base d'une contre-expertise qui a été faite donc, par le CGI. Elle a été portée à 98, qui nous a exprimé dans le cas de l'audition que certainement vous avez pu suivre comme fragilisant le dossier. Et puis, miracle, Atosca a répondu dans le cadre d'une bilan socio-économique annexe 2 non datée sur le document, mais qui fait partie de la pièce F, étude d'impact unique actualisée, pièce F5, avec une nouvelle VANESE, alors qui m'interpelle, mais vous allez certainement m'éclairer, puisque cette VANESE nous donne un tableau qui aboutit à une valeur actualisée nette de 788. Alors c'est formidable. 788 avec une subvention publique de 29,7, où on ne retrouve pas nos 75 millions d'apports en nature, qui font pourtant partie des apports qui sont de la subvention publique, puisque c'est certes un apport en nature, mais malgré tout payé par l'argent du contribuable, la solidarité nationale. Et alors, ce qui m'interpelle encore davantage, c'est que dans ce tableau 12 figure le bilan global actualisé du projet par poste de 2022 à 2140, et donc une VANESE qui est calculée sur 115 ans. Alors, sur le coup, j'ai cru que c'était une coquille. Mais en réalité, quand je le regarde sur l'ensemble des tableaux, c'est tout le temps calculé sur 115 ans. Et donc, d'abord, premier point,
Je m'étonne que la subvention publique ne soit valorisée qu'à hauteur de 29,7, qui n'est pas d'ailleurs les 23 dont on parle depuis un moment. Donc, qu'est-ce que sont ces 29,7 et pas ces 23 ? Pourquoi nous n'avons pas les 75 millions d'apport ? Et pourquoi, par ailleurs, c'est une vanne SE qui soit calculée sur 115 ans et que, suite à cette réponse-là, nous avons un arrêté interdépartemental des préfets de Haute-Garonne et du Tarn qui valide cette nouvelle vanne SE sans qu'il y ait une demande de contre-expertise, contrairement, en effet, aux procédures d'évaluation des investissements qui, à partir du moment où on est à plus de 100 millions, auraient obligé à ce qu'il y ait une nouvelle évaluation. Est-ce que vous pourriez nous donner des clarifications sur à la fois les montants, le nombre d'années de cette vanne SE et l'absence de contre-expertise suite à ce bouleversement de 98 à 788 ? Je ne suis pas sûr d'avoir l'ensemble des réponses à vos questions et voudrais bien m'en excuser. La vanne socio-économique qui est dans les études préalables à la déclaration d'utilité publique ont été basées sur les référentiels en vigueur au moment où ces études préalables ont été faites. La contre-expertise qui a été faite par le SGPE répond pour le SGPE à des scénarios dits de stress, et donc il revient au SGPI de stresser les scénarios et de voir si une dégradation des hypothèses, alors il lui revient à titre d'expert d'évaluer cette dégradation, mais on est bien dans un scénario défavorable, et donc il est assez logique que dans un scénario défavorable, la vanne socio-économique soit plus faible. Ça ne veut pas dire que la vanne du dossier des études préalables n'est pas bonne. La vanne socio-économique des études préalables correspond au référentiel, avec les éléments, les études de trafic qui correspondaient aux règles de l'art de l'époque, avec l'ensemble des paramètres de valeur du temps, de valeur du carbone de l'époque, et il revient au SGPI de faire un stress, et dans le cas de ce stress, ils ont constaté que la vanne socio-économique restait positive, et que donc le projet était un bon projet. Mais ils ont, dans un scénario dégradé, comme son nom l'indique, la vanne socio-économique est dégradée. Lorsque le concessionnaire Atosca a mis à jour l'évaluation environnementale, il a également mis à jour le calcul de la vanne socio-économique en prenant en compte les référentiels qui ont changé entre les deux. Et donc c'est cette mise à jour qui a conduit à 788. D'une certaine manière, la contre-expertise du SGPI, alors à minima, les études de trafic sont marginalement modifiées, donc peut-être les études de trafic qui ont modifié. En tout cas, ceux-ci ont repris les études de trafic, ont repris les référentiels en vigueur pour le calcul de la vanne socio-économique et l'ont réinjecté. Ils identifient d'ailleurs en réponse à l'autorité environnementale que effectivement ils n'ont pas pris en compte les 75 millions d'euros. 75 millions d'euros qui devraient d'une certaine manière être pris en compte au titre de la répartition de l'avantage entre les différentes parties. C'est-à-dire que dans un calcul de vanne socio-économique, on va prendre en compte les avantages pour les usagers. Ils ont pris en compte une valeur qui commence à partir de 2022. Ils auraient pu prendre en compte effectivement un bilan à partir de l'année 2000, et effectivement, on aurait fait apparaître ces 75 millions d'euros. Quand même on réduit de 75 millions d'euros les 788, on continue à avoir une vanne socio-économique extrêmement positive. Et donc c'est cette mise à jour. La contre-expertise du SGPI, elle est nécessaire avant la déclaration d'utilité publique et avant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Et donc il n'y avait pas lieu postérieurement à la DUP, qui est l'acte fondateur qui atteste de l'utilité publique de projet, de refaire cette évaluation. Donc, l'ensemble des éléments et les variations de vannes me semblent assez logiques d'une certaine manière, en tout cas tel qu'institutionnellement les choses doivent se passer. Et sur une durée de 115 ans ? Pardon, c'est le référentiel d'évaluation qui demande de faire l'évaluation sur cette durée. La première évaluation qui avait été faite à 508 n'était pas sur 115 ans. Ah oui, non, il y a quelqu'un qui... Oui, pardon. L'évaluation qui avait été faite au départ de 508 n'était pas sur 115 ans, elle était sur 55. L'évaluation, le référentiel, on peut peut-être vous envoyer les références par écrit, mais l'évaluation socio-économique, la durée est cadrée par le référentiel d'évaluation. Écoutez, je pense que sur ce point-là, peut-être ça méritera que
on y regarde à nouveau, ou que vous y regardiez à nouveau sur cette comparaison entre les 508, les 98 et les 788 sur la durée, et sur le fait que du coup, en reprenant à partir de 2022 et non pas à partir de 2020, si c'est le cas, pourquoi les 75 millions n'y sont pas, et que du coup la subvention publique soit sous-évaluée par rapport à la réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde à nouveau ce point-là, s'il vous plaît. Encore une fois, les 75, c'est de l'argent qui a été dépensé. Les déviations de Sceaux, les Puy-en-Velay, elles ont été réalisées. Donc quand on se pose la question en 2022, d'une certaine manière, il est assez logique d'évaluer ce qui va être fait dans l'avenir et pas d'évaluer ce qui a été fait dans le passé. Hein. On est bien sur une logique d'évaluation d'un projet, aussi bien en situation de référence que de projet, avec ou sans réalisation de l'autoroute A69, les déviations de Soualle et de Puy-Laurens auraient été maintenues. Donc il est assez logique de ne pas prendre en compte des coûts passés sur ces éléments. Les déviations de Soualle et Puy-Laurens restent dans le patrimoine de l'État. Aujourd'hui, comme hier. Elles sont dans le patrimoine de la puissance publique, donc elles ne sont pas privatisées, elles n'ont pas été vendues, elles sont dans le patrimoine de la puissance publique. Enfin, vous regarderez de nouveau ce point-là, s'il vous plaît. Et donc, vous allez recevoir un courrier pour vous demander les études ferroviaires et de la RN 126 pour les années ultérieures. Je pense à moi, en ce qui me concerne, avoir fait le tour de l'ensemble des questions que j'avais à vous poser. Bien entendu, toutes les questions sur lesquelles vous avez reçu le questionnaire, comme vous nous l'avez indiqué, appelant des réponses écrites, nous attendrons d'avoir les réponses écrites précises. Et éventuellement, dans le cadre d'une nouvelle audition qui ne saurait tarder par rapport aux conditions financières strictement dites, nous pourrons éventuellement revenir sur certains points de ce sujet, étant observé que c'est dans ce cadre de cette réponse que vous nous enverrez les tarifs plafonds. Oui. Madame la rapporteure, je souhaiterais que la question précise qui nous est posée sur cette question de tarif plafond puisse nous être adressée par écrit de manière à ce qu'on puisse savoir précisément à quelle question il faut que nous répondions sur ce point. Le tarif plafond. Vous allez l'avoir par écrit. Bien. Les questions étant épuisées, je remercie M. Balderelli et Mme Coupé d'avoir éclairé nos travaux. Notre prochaine audition se déroulera le jeudi 2 mai à partir de 10h avec des représentants de l'autorité de régulation des transports. Merci Madame la rapporteure, merci chers collègues. Je lève donc cette réunion. Merci à vous.